Auparavant, Rakuro, un amateur de trash game, a décidé d'essayer pour la première fois un jeu de niveau supérieur. Il s'est avéré que ce jeu valorisait avant tout la compétence du joueur, et Rakuro l'a tout de suite adoré. Il finit par rencontrer un monstre unique que seule une poignée de joueurs a trouvé et il est vaincu par lui. Après qu'un petit lapin les rejoint comme compagnon, Rakuro fait équipe avec ses amis Pensilgon et Katso pour se préparer à trouver un autre de ces monstres uniques et rares. Rakuro et ses amis se feraient un chemin à travers la forêt prismatique. Pensilgon leur explique qu'ils doivent trouver un point sombre parmi toutes les mousses luminescentes. Lorsqu'ils l'ont trouvé, elle appuie dessus, révélant un passage secret. Rakuro est contrarié d'avoir traversé la forêt sans trouver cette zone, mais Pensilgon explique que trouver ces zones cachées spécifiques autant est une question de chance, et qu'elle est même tombée sur cet endroit par hasard. Rakuro méprise ceux qui ont moins de chance que lui, mais Katso s'offusque de la tête stupide qu'il fait. Pensilgon leur dit d'arrêter leur petit numéro de comédie car ils sont arrivés à destination. Cet endroit est rempli de belles fleurs, mais l'équipe pense qu'il est plutôt effrayant. Des chants se font entendre à proximité, et Katso attire l'attention sur la jeune fille qui chante. Cette dernière étant transparente, notre protagoniste à la cervelle d'oiseau se demande s'il ne s'agit pas d'un bug dans ce jeu d'exception. Katso plaint son ami amateur de jeux de poubelle, car son esprit suppose toujours qu'il s'agit d'un bug pour des raisons d'intrigue. Pensilgon salue un PNJ nommé Setsuna et Rakuro remarque que ses vêtements n'ont pas l'air d'appartenir à un monde fantastique. Il se demande si elle vient de l'âge des paramètres de l'Antiquité, la divinité. Si c'est le cas, elle pourrait détenir la clé du scénario unique qu'il a débloqué. Rakuro décide de se présenter, se décrivant comme un homme sans compétences, mais Pensilgon l'interrompt et présente ses amis comme Stouge1 et Stouge2. Ils sont son nez dans le trou pour enfin mettre Wedermon au repos. Emile et Katso donnent leur nom, mais Rakuro veut se présenter à nouveau. Pensilgon admet que sa nouvelle équipe n'a pas l'air de grand-chose pour l'instant, mais elle prévoit de l'entraîner avant la bataille. Cette femme fantôme dit alors des choses surprenantes, car elle n'a jamais rencontré quelqu'un avec la présence de Souti appliquée 2 fois en parlant de Rakuro. De plus, il est accompagné de l'enfant de Cendrillon. Rakuro n'a aucune idée de ce dont elle parle, mais Setsuna lui dit simplement qu'il lui rappelle quelqu'un qu'elle a connu il y a longtemps. Elle le remercie d'avoir ravivé des souvenirs perdus depuis longtemps, mais Rakuro est toujours aussi perdu. Il est temps de passer aux choses sérieuses, et un écran s'affiche, les invitant à commencer un nouveau scénario unique. Les gars acceptent, et Setsuna révèle que Wedermon était son amour le plus cher. Ils ont eu un petit malentendu et elle est décédée. Depuis, Wedermon n'a fait que veiller sur sa tombe. Setsuna n'a aucune idée du temps qui s'est écoulé depuis, mais l'instant d'après, elle s'est retrouvée dans un état fantomatique. Setsuna n'éprouve aucun ressentiment à l'égard de la façon dont sa vie s'est achevée, mais elle pense que les choses qui se terminent devraient appartenir au passé. Elle ne devrait pas entraver le présent ou l'avenir de quelqu'un. Elle ne supporte pas de savoir que Wedermon reste lié à son passé. Wedermon a utilisé le sort qu'elle avait créé pour créer une barrière autour de sa tombe, et a fait d'autres choses compliquées pour que personne ne puisse atteindre l'endroit où elle se trouve. Cependant, la nuit de la nouvelle lune, lorsque la lune perd toute sa lumière, une fissure se forme dans la barrière. Katso le dit sans détour et décide que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de sauter à travers cette fissure et de combattre Wedermon. Setsuna leur a tout raconté et souhaite simplement qu'ils puissent enfin le mettre hors d'état de nuire. Pensilgon lui dit qu'ils n'ont rien à voir avec les perdants qui ont essayé auparavant, et lui assure qu'ils mettront fin à toutes ces souffrances. Rakuro et Katso sont stupéfaits car ce Pensilgon n'a rien à voir avec le Pensilgon qu'ils connaissent. La Pensilgon qu'ils connaissent a déjà traîné un roi PNJ derrière son chariot pour attirer ses ennemis. C'est également elle qui a attaché une princesse PNJ à un chandelier pour inciter les joueurs à tenter de la sauver. Le fait qu'elle ait une conversation agréable avec un PNJ en ce moment même est incroyable pour eux. Ils se demandent avec dérision si elle n'a pas développé une sorte d'âme, mais Pensilgon leur fait payer le prix pour s'être moqué d'elle. Pensilgon aimerait pouvoir les PK plusieurs fois, mais ils n'ont pas le temps car ils doivent se préparer pour le combat contre Wedermon. Pensilgon révèle qu'elle aime parfois jouer franc jeu. Setsuna et son histoire l'intéressent. Pensilgon semble presque honteuse lorsqu'elle l'admet, mais Rakuro pense que c'est tout à fait normal. Prendre un jeu au sérieux est une excellente chose à ses yeux, car tout est plus amusant lorsqu'on le prend au sérieux. Katso est tout à fait d'accord et souligne que c'est en quelque sorte son travail puisqu'il est un pro-gamer. Rakuro cherche toujours un moyen de se moquer de son ami, alors il fait remarquer que Katso était un pro-gamer mais qu'il n'a toujours pas trouvé une seule chose unique pour lui dans SLF. Les deux hommes commencent à se battre et ne s'arrêtent que lorsque Pensilgon se moque d'eux parce qu'il lui rappelle qu'ils sont aussi stupides qu'elle. Pensilgon reprend alors son sérieux et leur rappelle qu'ils affrontent un monstre qui oblige les joueurs à descendre jusqu'au niveau 50. C'est un fait sans précédent dans l'histoire des combats de boss, mais elle est persuadée qu'ils peuvent le vaincre. Ils acceptent tous de prendre leur mission au sérieux et se donnent la main. Un peu plus tard, Rakuro se réveille et explique qu'il a travaillé très dur depuis qu'il a rencontré Setsuna. Tous les jours, il a passé des nuits blanches,
et il a finalement réussi à atteindre le niveau 51, tandis que Katsuo est au niveau 46. Il doit maintenant travailler sur ses compétences, et Emile leur a dit qu'il y avait un jardin de compétences pour relier les compétences à Rabituza. Rakuro se souvient que Pensilgon leur avait dit que ce combat dépendrait entièrement de leurs compétences, et il est donc déterminé à les améliorer. Rakuro est ensuite accueilli par sa mère Ikaha, qui se réjouit qu'il ait respecté leur accord pendant les vacances d'été. Rakuro lui fait remarquer qu'il n'avait pas vraiment le choix, puisqu'il ne voulait plus qu'elle l'écarte physiquement de son jeu. Rumi, la jeune sœur de Rakuro, est très contrariée par le fait que leur mère garde ses insectes domestiques dans la cuisine, et elle remarque que Rakuro regarde l'un des mannequins de son magazine. Le mannequin s'appelle Towa et, selon Rumi, c'est le plus grand mannequin qui ait jamais existé. Ce nom Towa a quelque chose à voir avec le nom Setsuna, et nous apprenons que Pensilgon est en fait Towa. Rumi explique qu'elle a elle-même fait du mannequinat à temps partiel, mais qu'elle doit demander à son père de lui faire plus de publicité. Il se trouve que leur père revient à la maison et qu'il montre le gigantesque poisson qu'il a pêché. Il s'appelle Shenji, et ses enfants sont déçus de devoir à nouveau manger du poisson à chaque repas pendant un certain temps. Le dimanche, ils doivent manger et parler en famille. Cette règle était nécessaire, car si elle n'existait pas, ils se perdraient tous dans leurs propres loisirs et ne se verraient jamais. Shenji doit nettoyer le poisson dès que possible, mais Rumi lui demande désespérément de le faire dans la cuisine. Rakuro est persuadé qu'ils peuvent paraître bizarres aux yeux du monde extérieur, mais il pense que sa famille a simplement trouvé un moyen de faire en sorte que les choses se passent bien pour elle. Rakuro décide alors qu'il est temps de retourner à la SLF, car il ne reste plus que 2 semaines avant la bataille contre Wedermon. Le combat sera certainement difficile, surtout après les informations que Pensilgon lui a données. Wedermon est une source ininterrompue d'attaques à un chiffre, de coups de mort instantanés et d'attaques de zone. Cependant, cette information lui a fait comprendre où se trouve l'endroit idéal pour s'entraîner, le jeu de trash où les glitches constants font que toutes les attaques arrivent à une vitesse folle. Le jeu s'appelle Berserk Online Passion. Rakuro entre dans ce jeu, également connu sous le nom de Burp, et fait remarquer qu'il est toujours aussi désert. Il n'y a même personne. Rakuro décide donc de se contenter de combattre le boss final du mode histoire. C'est alors qu'il tombe sur un joueur aléatoire nommé Dragonfly. Ce gamin est vraiment impatient de se battre et explique qu'il est encore nouveau dans le jeu. Il n'a même pas encore battu le boss final et aimerait que Rakuro lui donne quelques conseils. Le jeu est assez vieux, alors Rakuro n'arrive pas à croire que ce gamin est un nouveau joueur et le qualifie même d'espèce en voie de disparition. Rakuro reconnaît que ce combat ne sera pas le meilleur pour son entraînement, mais il ne peut pas laisser passer l'occasion de combattre un spécimen aussi rare. Il s'agit bien sûr d'un trash game, et ils acceptent donc d'utiliser des glitches dans leur combat. Rakuro analyse le jeune homme et détermine qu'il a une carrure polyvalente. C'est un type qui génère beaucoup de glitches, mais Rakuro suppose qu'il ne saura pas les utiliser. Le combat commence, mais Rakuro est immédiatement choqué par la charge de Dragonfly. Rakuro se rappelle que ce gamin est un débutant et qu'il n'utilisera probablement pas les stratégies habituelles. Rakuro est encore plus surpris lorsque le gamin recule son poing juste avant de donner un coup de poing. Il s'agit d'une technique qui permet au joueur de générer un bug qui étend son bras comme du caoutchouc. Si le coup atterrit, il inflige un combo de 2 coups avec 2 fois plus de dégâts. Son nom est Pow Bunker, et Dragonfly est choqué de voir qu'il a raté son coup. Rakuro explique qu'il a utilisé un coup d'insecte appelé Yo-Yo, qui modifie instantanément la texture de l'avatar et la hitbox du joueur. Rakuro reconnaît que ce gamin peut utiliser quelques bugs de base, mais il explique que le jeu ne se résume pas à cela. Burp est rempli de bugs que les joueurs ont découverts à force d'essais et de recherches, et il a l'intention de faire une démonstration complète à ce gamin. Le combat de Rakuro contre Dragonfly attire la foule, et tous se demandent si Dragonfly est vraiment un nouveau joueur. C'est difficile à croire, car ce gamin affronte le célèbre Rakuro, et il est déterminé à gagner au moins un round. Rakuro lui assène un coup de poing comme s'il s'agissait de Luffy, et Dragonfly perd encore un round. Rakuro révèle que son style de combat au point quick draw est pratiquement imbattable, mais Dragonfly veut encore essayer. Ce sera le meilleur des 3, et ils acceptent une fois de plus de se livrer à un combat à outrance contre les insectes. Rakuro est déçu de voir ce gamin stupide utiliser à nouveau la même approche, mais cette fois-ci, Dragonfly le surprend avec une esquive. Rakuro est impressionné par le fait que ce type ait appris à faire coïncider le problème du yo-yo avec les attaques de son adversaire, et le gamin est heureux d'apprendre à ses côtés. Rakuro trouve ça bien, mais il était censé s'entraîner en vue du combat contre Wedermon, et il aurait aimé se battre contre un adversaire plus fort. Dragonfly voit bien qu'il est distrait et en profite pour lui asséner une puissante attaque. Rakuro est vraiment impressionné cette fois-ci, car le gamin a réussi à se rapprocher grâce à la rétraction de sa jambe glissée, et à utiliser l'élan pour attaquer. Mais Rakuro connaît déjà bien cette attaque, qui s'appelle le Flying Smash. Il explique que l'utilisation de cette attaque par Dragonfly montre à quel point il ne connaît pas ce jeu. Le Flying Smash est un coup puissant, mais il laisse à l'utilisateur un temps de récupération très long.
Rakuro montre alors le coup qu'il aurait dû utiliser, appelé pile bunker. C'est un véritable assaut avec le poing, et Rakuro repousse Dragonfly avec ce coup. La fuite n'étant pas envisageable, Dragonfly décide de foncer tête baissée, mais Rakuro prévoit simplement de la contrer avec un quick draw. Dragonfly utilise une sorte de glitch, mais aucun des autres joueurs ne peut dire ce qu'il fait. L'avatar de ce gamin est vraiment en train de s'emballer, et Rakuro est choqué de voir que ce gamin a déclenché 2 Flying Smash en même temps. Rakuro n'a jamais vu cela auparavant, mais il est presque sûr que son tir rapide peut encore le contrer. Il décide cependant de se laisser frapper, et tout le monde est choqué de voir Dragonfly remporter enfin un round. Les spectateurs ne comprennent toujours pas ce qu'ils ont vu, mais Libellule célèbre son exploit. Tous les nerds qui jouent religieusement à ce jeu de rôle se réunissent et discutent du mouvement que Dragonfly vient d'utiliser. Les 2 points avaient en quelque sorte des hitbox, et cela a permis à Dragonfly d'empiler des mouvements de jauge. Il le compare à d'autres attaques glitch connues, mais il ne correspond à aucune d'entre elles. Ils ont décidé que si une équipe de test pouvait reproduire l'attaque de Dragonfly, cela la rendrait officielle. Pour l'instant, Rakuro félicite Dragonfly d'avoir découvert officieusement un nouveau coup buggé. Dragonfly n'arrive pas à trouver ses mots, mais c'est une grande affaire pour l'équipe des nerds, et il confère à Dragonfly l'honneur de nommer le coup de l'insecte. Libellule se creuse la tête pour trouver un nom, mais Rakuro lui dit de prendre son temps, d'autant plus qu'ils ont encore des tours à jouer. Rakuro décide qu'en échange de la démonstration d'un nouveau mouvement par Libellule, il lui en montrera un également. Il s'agit d'un bug assez fou qui ne peut être activé qu'au moment où le round commence. Le deuxième round commence peu après, et Rakuro utilise le coup de l'insecte appelé Doppelganger. Ce coup divise Rakuro en 2, et Rakuro révèle qu'il a eu du mal à trouver un nom pour ce coup lorsqu'il l'a découvert. Il explique que ce qui rend ce jeu si spécial, c'est qu'au moment où l'on pense avoir tout compris, il y a toujours de nouvelles choses à apprendre. C'est pourquoi, peu importe le nombre de personnes qui désertent le jeu, il y revient toujours de temps en temps. Rakuro attaque avec son double tandis que Dragonfly riposte, mais nous constatons rapidement que Dragonfly vient de perdre 2 rounds d'affilée. Il trouve injuste que le clone de Rakuro l'ait tenu pendant que Rakuro le détruisait, mais cela fait partie du jeu. Rakuro reconnaît cependant que l'attaque devient un peu folle puisque le clone finit par être contrôlé par l'IA s'il le laisse faire. Dragonfly est gracieux dans sa défaite et remercie Rakuro d'avoir donné de son temps à un loser débutant comme lui. Il se promet de trouver un nom cool pour son coup d'insecte, mais espérons qu'il trouvera quelque chose de mieux que Doppelganger attaque. Rakuro révèle ensuite qu'un de ses amis a trouvé une bestiole vraiment effrayante. Rakuro n'est même pas sûr de pouvoir le faire, mais Dragonfly est impatient de laisser Rakuro l'essayer sur lui. L'ami dont il parle est bien sûr Katsu, et nous avons un aperçu de ce qu'il prépare. Katsu est furieuse que Rakuro l'ait laissé seul avec ce fou de Pensilgon, et elle lui demande de se taire et de continuer à s'entraîner. De retour à Rabituza, Rakuro est ravi d'avoir retrouvé SLF et est prêt à passer toute la journée à y jouer. Il est accompagné, bien sûr, par la fidèle Emo, et il lui dit que le plan pour aujourd'hui est d'essayer les combos de compétences dont Katsu lui a parlé. Rakuro se demande s'ils vont dans la bonne direction, mais Emile n'arrive pas à croire que cet idiot de Dom a commencé à courir sans même savoir où se trouvait le jardin des compétences. Mais surtout, Emile est choqué de voir Rakuro si plein d'énergie alors qu'il était extrêmement épuisé la veille. La tête d'oiseau lui explique que le changement est simple, et que c'est parce que découvrir de nouvelles choses l'excite. Emo lui indique la direction du jardin des compétences et lui révèle que celui où il se rend à Rabituza offre un choix bien plus vaste que ceux des villes. Mais c'est un secret, et le petit lapin, très secret, veut que l'oiseau stupide le garde ainsi. Rakuro est tout à fait d'accord pour avoir un avantage secret. Ils arrivent enfin à ce jardin d'adresse très excité où ils sont accueillis par un autre lapin. Elle s'appelle Elk, et elle est heureuse de voir Emile avec son ami Birdman. Rakuro se rend compte qu'il ne pourra jamais échapper au nom d'oiseau, mais qu'il s'en est pris à lui-même. Emile révèle qu'Elk est sa grande sœur et qu'ils font partie d'une famille de triplés. Rakuro voit la ressemblance entre les 2 lapins roses et se demande comment elle peut avoir autant de frères et sœurs. Rakuro explique son intention de combiner les compétences, et Elk révèle heureusement qu'elle est très douée pour ce genre de choses. C'est d'ailleurs pour cela que son père l'a chargée de cette tâche et qu'elle est là maintenant. Rakuro se moque d'elle comme d'une guigne en répétant sa façon de parler pour une raison quelconque, et lui demande de lui montrer comment combiner ses compétences. Malgré cet étrange comportement de cervelle d'oiseau, Elk accepte de le faire. Rakuro révèle qu'il est passé rapidement d'un niveau à l'autre, et que ses compétences se sont donc accumulées. La liste des compétences de Link est longue, et il explique que plusieurs d'entre elles ont changé. Elk révèle que la combinaison de compétences de haut niveau a tendance à produire des compétences supérieures à la fin, par rapport à la combinaison de ces mêmes compétences à un niveau inférieur. Rakuro se demande s'il ne devrait pas d'abord éliminer les compétences max, mais il décide finalement de nettoyer sa liste de compétences en les combinant. Quelques instants plus tard, nous voyons qu'il finit de choisir les combinaisons de compétences qu'il veut faire. Rakuro paie pour la soi-disant recette, et Elk part travailler dessus. Pendant ce temps, notre oiseau héros décide de vérifier ses statistiques. Il est maintenant au niveau 51,
Mais il a dû démarrer pour équiper ses lames de lune, et n'a donc pas eu l'occasion d'augmenter sa vitalité. Il est plus que jamais un canon de verre, et ses défenses sont encore minces comme du papier. Elk annonce qu'elle a terminé, et Rakuro est choqué lorsqu'il voit ce qu'elle a apporté. Elk explique qu'il s'agit de 6 combinaisons à la fois, et que la quantité est donc un peu exagérée. Cependant, dès que Rakuro aura tout bu, il apprendra instantanément à combiner. Ce truc a l'air super toxique et Rakuro n'arrive pas à croire qu'ils doivent boire ce liquide nauséabond. Il y a même une branche dans ce truc, et il se dit qu'il ne le ferait jamais s'il n'était pas dans un jeu. Mais comme il est dans un jeu, les lapins lui disent d'arrêter de faire la mauviette et de boire à pleine gorgée. Rakuro verse la boisson dans son bec d'oiseau géant et les filles le regardent avec admiration. Rakuro finit enfin de boire le liquide dégoûtant et est stupéfait du résultat. Il a appris toutes les compétences instantanément, comme elle l'avait dit, et il a maintenant 6 nouvelles compétences parmi celles qu'il a liées, plus 9 qu'il a apprises ou qui ont changé pendant qu'il montait en niveau. Il espère qu'au moins l'une d'entre elles est vraiment puissante, et ses petits amis lapins le félicitent. Elk est une excellente vendeuse et s'empresse de lui vendre des produits. Elle lui révèle qu'il existe des grims compétents que les joueurs ne peuvent acquérir qu'à Rabbitusa. Comme si cet argumentaire n'était pas suffisant, Elk lui offre une réduction parce qu'il est l'ami d'Emile. Emile se rend compte de ce qui se passe et tente d'avertir Rakuro que sa sœur est vraiment avide. Elk fait rapidement taire sa sœur pour qu'elle ne dévoile pas sa nature avide d'argent, mais Rakuro dit à son petit ami lapin de ne pas avoir peur. Lorsqu'il s'agit de marchandises qu'un joueur ne peut acheter que dans des zones spéciales comme Rabbitusa, il est toujours prêt à payer des prix élevés. C'est de la musique pour les oreilles d'Elk, et comme une vraie vendeuse avide, elle commence les négociations en lui demandant combien il est prêt à dépenser. Rakuro révèle qu'il a 80 000 $ à dépenser, et la petite lapine chercheuse d'or lui montre ce qu'elle a à lui proposer pour ce prix-là. Rakuro n'a pas l'air de comprendre ce qui se passe, car il est stupéfait de voir que tout cela coûte au moins 30 000 €, même avec la remise appliquée. Cela a pris du temps, mais Rakuro finit par se demander si elle n'est pas en train d'essayer de l'arnaquer. Elk est un professionnel expérimenté et met immédiatement la pression sur notre garçon en lui demandant s'il va vraiment être un imbécile et laisser l'offre spéciale tomber à l'eau. Le faible cerveau d'oiseau de Rakuro cède à la pression et accepte d'acheter quelques articles. Par la suite, notre garçon est plus courtois qu'un spectateur de récapitulatif d'anime et il se lamente de ne pas pouvoir s'offrir l'armure de rebut qu'il voulait acheter. Il va devoir se faire de l'argent avant le combat contre Wedermon. C'est alors que Rakuro se rend compte qu'il doit rencontrer ses coéquipiers pour que tous les courriels utiles ouvrent une porte. Lors de la réunion, Pensilgon est heureuse de voir qu'ils sont à l'heure pour une fois. Elle semble être de meilleure humeur que d'habitude, et c'est parce qu'elle a pris une décision concernant leur bataille contre Wedermon qui aura lieu dans 2 semaines. Mais il y a un problème, son clan ou Ashurake sont les seuls à connaître les conditions à remplir pour affronter Wedermon. Ils ont utilisé le système de monstres uniques qui permet aux joueurs de gagner de l'expérience en rencontrant ces monstres uniques pour monter en niveau et développer leurs compétences PVP. Pensilgon peut révéler le problème, Rakuro le sait déjà. La nuit où ils combattront Wedermon, il est très probable qu'ils rencontreront des membres d'Ashurakai. Katsu se demande pourquoi Pensilgon ne peut pas s'arranger avec eux, soulignant qu'elle fait partie du clan. Pensilgon révèle que c'est impossible car Ashurake s'est activement opposé à l'idée de vaincre Wedermon. Rakuro ne comprend pas ce qu'elle a voulu dire et Pentagone finit par révéler ce qu'elle voulait dire. Les Ashurake sont universellement détestés pour leur façon de tuer les joueurs, et il y a eu récemment une mise à jour qui donne aux joueurs qui ont tué des joueurs une sorte de statut spécial. Si un joueur normal tue un tueur de joueurs, il recevra une prime. Plus important encore, ce joueur gagnera également le droit d'obtenir tous les objets et équipements que le PK transportait, tous les objets, y compris ceux qu'il a en réserve. Les cueilleurs de haut niveau comme ceux d'Ashurake ont tendance à se retrouver avec des objets très rares, ce qui fait d'eux des coffres à trésors ambulants. Cette situation a donné naissance à une nouvelle classe de joueurs, les tueurs de PK. Les Ashurake ont trouvé des failles dans le système pour réduire les dégâts que ces PK killers pouvaient leur infliger. Cependant, quelqu'un peut contourner tout cela en attaquant leur refuge. Les gars sont choqués lorsqu'ils voient où elle veut en venir et réalisent ce qu'elle a décidé. Pensilgon fait partie de l'Ashurake, elle sait donc exactement où se trouve leur repère, et elle explique que cette bande de lâches est devenue une épine dans son pied. C'est pourquoi elle pensait qu'il devrait aller écraser les Ashurake. Un aperçu de 2 semaines dans le futur montre que la FSL recevra une mise à jour estivale. Ce sera également le jour exact où nos héros combattront Wedermon, le Tombé Guard, et nous assisterons à la fin de la mise à jour. Le jour de la mise à jour, certaines personnes sont choquées de découvrir que tous les objets de résurrection dans plusieurs villes différentes ont été achetés par quelqu'un. Leur chef, qui est actuellement en train de rencontrer d'autres chefs de guilde, sera certainement en colère contre eux, et nous voyons que Pensilgon est responsable de l'achat de tous les objets de résurrection. Ailleurs, un personnage secondaire, Yamamoto, explique à Maya qu'une nouvelle zone a été débloquée, qu'un nouveau scénario et un nouveau job ont été ajoutés, et qu'il y a eu quelques ajustements d'équilibre dans les statistiques de certains monstres. Cette folle est ravie de la mise à jour,
mais se demande s'il y a de nouvelles armes pour pouvoir continuer à tuer des choses et espère une arme plus grande et meilleure. Heureusement pour cette psychopathe, elle entend un bruit étrange, alors elle prévoit d'éliminer tous les monstres autour d'elle. Yamamoto l'en empêche, car ce ne sont que des gens normaux, mais elle explique qu'elle a entendu un monstre respirer. Cette respiration n'était qu'une autre personne folle comme elle, Serré, et elle panique car elle prévoit d'envoyer à Rakuro un message qu'elle essaie d'écrire depuis un certain temps déjà. Elle veut l'inviter dans son groupe, et le jour de la mise à jour est le moment idéal pour le faire. Rei veut l'envoyer avant que Rakuro ne se déconnecte du jeu, mais elle est trop lâche. Après avoir paniqué un peu plus, Rei envoie finalement le message à l'oiseau à l'aide d'un autre oiseau, et elle se calme en se rappelant qu'elle a passé 2 semaines à écrire cette lettre. Un autre oiseau messager arrive pour délivrer un message de son chef de guilde, qui est aussi sa sœur nommée Momo. L'emplacement de la cachette d'Ashurakai a été divulgué par quelqu'un, alors elle demande à Rei de la rejoindre. Ailleurs, le lapin et l'oiseau prennent un verre, et Rakuro la contrarie en l'appelant sa vieille dame. Le triste jour de leur séparation est arrivé, Emile a donc quelque chose à donner au cerveau de l'oiseau. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, Rakuro combat l'un des siens à l'arrivée de l'oiseau messager, et il craint que l'oiseau à la crotte toxique ne soit venu pour se venger. La violence entre oiseaux finit par cesser, et Rakuro est surpris de voir que le système de courrier interne du jeu lui a apporté une lettre de 6G0. Pour une lettre sur laquelle Rakuro a passé beaucoup de temps, elle a fini par paraître beaucoup trop formelle. Elle est cependant très directe et va droit au but, puisqu'elle demande à Rakuro de la rejoindre pour qu'ils puissent explorer ensemble la nouvelle mise à jour. Son écriture est si formelle que Rakuro pense qu'elle le défie en duel. Rakuro s'apprête à refuser, car il est trop occupé aujourd'hui, mais un autre oiseau messager arrive. Emile veut l'abattre avant qu'il ne puisse blesser Rakuro, mais ce dernier prend la défense d'un de ses frères oiseaux. Le second message est également celui de 6G0, mais cette fois, elle révèle qu'une affaire urgente est survenue et qu'elle ne peut plus accompagner Rakuro. Rakuro est soulagé et se réjouit d'acheter quelques objets en prévision de la bataille à venir. C'est alors que Vache apparaît et admire le regard déterminé de Rakuro. Vache encourage notre garçon et lui dit d'envoyer cet imbécile qui a fait son temps à son dernier repos. Emile a enfin l'occasion de lui offrir son cadeau, une amulette de protection que son père lui avait offerte à l'origine. Rakuro est tellement confiant qu'il ne pense pas en avoir besoin, mais en plus de ses compétences déjà puissantes, cela rendra les choses encore plus impressionnantes. Emile met le collier sur son compagnon à tête d'oiseau et déclare qu'elle attendra son retour rapide. Chez lui, la sœur de Rakuro voit une pancarte sur la porte indiquant qu'il s'occupe d'affaires importantes et qu'il ne faut pas le déranger. À l'intérieur de sa chambre, nous constatons que cet accro au jeu s'est remis au jeu après une courte pause. Il est enfin temps pour eux de mettre leur plan à exécution, et cela commence dans la cachette d'Ashurakai. Le chef d'Ashurakai, Orslo, s'impatiente en attendant Pensilgon et décide finalement de se rendre au jardin caché sans elle. C'est alors que 6G0 détruit l'un d'entre eux. Tout le monde est choqué par le légendaire maître de l'attaque, et Momo déclare que c'est la fin de l'Ashurakai. Les Ashurakai pensent qu'un seul clan est venu les chercher, mais ils se rendent vite compte qu'ils sont nombreux. Orslo n'arrive pas à croire qu'ils ont formé une alliance pour les éliminer et se demande ce qui se passe. 6G0 est occupé à éliminer des gars, et elle leur dit que c'est une revanche pour tous les joueurs qu'ils ont malmenés. Tous les clans se rendent à la cachette, et Orslo demande à tous les membres de son clan de se réfugier dans le jardin caché. Alors qu'ils s'échappent, Orslo se demande qui a divulgué l'emplacement de leur cachette. Ailleurs, Rakuro montre son nouvel équipement génial, qui n'est en fait qu'une écharpe. Il n'a l'air de rien, mais il fait passer sa vitalité de 7 à 22. Katso fait remarquer que c'est comme une armure fine comme du papier, mais c'est juste le style glace canon de Rakuro. Rakuro, notre garçon, est complètement shooté aux boissons énergisantes et remercie Katso de lui avoir recommandé une nouvelle marque. À ce moment-là, Pensilgon arrive et révèle que la première partie de leur plan s'est déroulée si parfaitement qu'elle en était ennuyeuse. 6G0 a l'air d'être en colère, comme si elle était contrariée par quelque chose. Rakuro utilise sa cervelle d'oiseau pour faire le rapprochement et comprend qu'elle doit être contrariée d'avoir dû annuler son projet de faire la fête avec lui. Katso fait remarquer que les Ashurakai vont vouloir détruire Pensilgon s'ils découvrent que c'est elle qui a divulgué leur position. Pensilgon ne s'inquiète pas, car elle devra d'abord les battre, et les gars se joignent à la fête de Pensilgon. Alors que les Ashurakai courent se mettre à l'abri, ils commencent à se demander s'il n'y avait pas un espion dans leur groupe. Orslo commence à réfléchir à qui pourrait faire une telle chose, mais ils sont choqués de constater que l'entrée du jardin caché est scellée parce que quelqu'un est déjà à l'intérieur. Orslo utilise tous les signes et se rend compte de ce qui s'est passé. Il devient furieux et révèle que le traître est sa sœur, Pensilgon. À l'intérieur, Pensilgon croit avoir entendu les cris d'un mauvais perdant, mais se rend compte que ce n'était que son imagination. Nos héros viennent de revoir le plan une dernière fois, ils sont donc prêts à se battre. Rakuro fait remarquer que Setsuna n'est pas là aujourd'hui, mais Pensilgon explique qu'on ne peut pas la voir sans la lumière de la pleine lune. Ils se mettent en route et Pensilgon jure de ne pas laisser de mauvais souvenirs à Setsuna.
Elle lui promet de réaliser son rêve, et elle traverse un portail. Elles arrivent dans un endroit mystérieux, et on entend la voix de Setsuna chanter. Le garde du tombeau s'assoit près d'un arbre et sa capacité s'active, faisant passer le niveau de chacun à 50. Bien sûr, notre groupe était préparé à cela, alors Witterman se prépare également. Pensilgon demande à Rakuro de commencer leur stratégie, et il s'approche du samouraï à l'air menaçant. Rakuro dit à ce type qu'il veut se battre, mais ce monstre unique ne lui dit pas un mot et se contente d'attaquer. Rakuro esquive son coup de vent et utilise instantanément une compétence appelée combat intérieur. Rakuro donne un coup de pied et déclare qu'il va tester les limites de ce robot samouraï. Rakuro est pris au dépourvu par l'efficacité de la lame ascendante de cette chose, et il utilise ses nouvelles dagues pour empêcher une attaque de lui trancher la tête. Rakuro voit clair dans son jeu et sait que Witterman vise sa tête. Les coéquipiers de Rakuro observent la scène et Pensilgon est étonné que Rakuro ait réussi à synchroniser les attaques de Witterman du premier coup. Un coup d'œil en arrière montre que Pensilgon les a préparés à la gifle de Witterman. Il s'agit d'un coup à tirage rapide dont l'exécution est censée se faire en une seule image. Il a également pour effet de percer la garde de Rakuro, qui doit donc soit le voir arriver et l'esquiver, soit le contrer. Lui demander de la synchroniser parfaitement du premier coup, c'était déjà beaucoup, mais Pensilgon a également révélé que Witterman possède tout un tas d'autres compétences encore plus méchantes. Elle explique ensuite que Witterman est probablement un type conditionné spécial. Il s'agit d'un ennemi que le joueur ne bat pas en réduisant ses HP à 0. Au lieu de cela, il est vaincu lorsqu'une certaine condition est remplie. Comme ils ne savent pas de quelle condition il s'agit, ils passent en revue les possibilités qui s'offrent à eux. Certaines conditions courantes exigent que les joueurs durent un certain temps ou qu'ils survivent à une attaque particulière. D'autres exigent que le joueur ramasse ou détruise un certain objet dans le jeu. Rakuro a même entendu parler d'une condition qui exige que les joueurs raisonnent avec leur cible en plein combat. Pensilgon explique qu'elle a déjà testé plusieurs conditions, mais elle pense que c'est celle qui les oblige à durer un certain temps, car ils pourraient continuer à regarder Rakuro se battre. Elle explique que les conditions de combat de Witterman changent avec le temps. Tout d'abord, ils doivent survivre aux 10 minutes de la première phase. Rakuro se débrouille bien face à Witterman, et Pensilgon explique que Rakuro sera la clé pour survivre à la première phase. Rakuro ne fait pas dans la dentelle, il est un véritable canon de verre, et il parvient tout juste à esquiver les attaques de Witterman. Mais Pensilgon a confiance en lui, car il a les compétences d'un joueur professionnel et elle est certaine qu'il saura déjouer les attaques de Witterman. Katso n'est pas en reste, car c'est un joueur professionnel et il étudie attentivement le combat. Il est tellement sérieux qu'il se parle à lui-même et analyse chaque mouvement de Witterman. Pensilgon se rend compte qu'elle a choisi les coéquipiers les plus parfaits. Elle déclare qu'avec eux à ses côtés, elle peut tout miser sur ce combat, et elle sort une balance de la vieille école. Rakuro pousse la bête unique comme il l'avait promis, et il se rend compte qu'elle a une armure très résistante. Rakuro ne parvient pas à balayer la jambe de la bête, et il fait remarquer qu'aucune attaque n'a réussi à la déstabiliser. En revanche, Rakuro mourrait instantanément si l'une des attaques de Witterman le touchait. L'étude de Katso s'avère utile, car il est capable de prédire le prochain coup de vent de Witterman, mais notre garçon Rakuro sait déjà que Witterman n'est pas quelqu'un que l'on peut battre. Witterman utilise son coup de vent, et tout le monde est choqué par le coup mortel qu'il porte à Rakuro. Les HP de Rakuro tombent à 0, mais Pensilgon demande à Katso d'utiliser un objet de réanimation sur lui. Cet objet fonctionne rapidement et Rakuro revient à la vie. Un coup d'œil juste avant le combat montre que lorsque Pensilgon a donné aux gars des joyaux de niveau renaissance, ce sont des objets de résurrection, et s'ils sont utilisés sur un joueur désactivé dans les 10 secondes, ils sont ranimés avec tous les HP. Pensilgon est allé de ville en ville et a acheté les 12 qui étaient en vente. Elle leur dit de les utiliser avec précaution et leur révèle qu'ils coûtent 4 millions d'unités chacun. Chacun d'entre eux en recevra 4, mais elle a un autre objet, appelé pommade de vie divine, qui permet de ranimer un joueur avec la moitié de ses HP. Ils en reçoivent chacun 5, et Pensilgon explique que c'est le nombre maximum de vie supplémentaires que les joueurs peuvent obtenir dans le jeu. Cela fait 27 résurrections au total, et tout cela pour défier Witterman. Ils ont décidé que Rakuro mènerait la charge et que l'un d'entre eux le réanimerait s'il était éliminé. Celui qui est encore en vie combattra Witterman pendant ce temps, et ils continueront à se relayer. Ils doivent juste survivre assez longtemps pour gagner, c'est pourquoi Pensilgon appelle sa stratégie tactique du zombie. De retour dans le présent, Rakuro est ramené à la vie et en pleine santé. Witterman s'intéresse à Katso, qui prend la relève et occupe le monstre. Katso se demande ce que Rakuro a appris en le combattant, alors il lui explique qu'ils ne peuvent pas le battre, et que Katso doit juste se concentrer sur l'esquive. Pensilgon les chronomètre et révèle que Rakuro a tenu 2 minutes et 50 secondes, un record pour un débutant. Elle est très impressionnée et se demande ce qu'il pense de son adversaire. Rakuro admet qu'il n'a pas pu suivre le rythme de Witterman. Ce monstre appartient définitivement à la Ligue des 7 Colosses avec le Lycagon. Pensilgon lui rappelle qu'elle a dépensé beaucoup d'argent pour son projet, et qu'elle veut que Rakuro le fasse fructifier.
Rakuro vérifie ses armes et est choqué de constater que leur durabilité est déjà réduite de moitié après seulement 2 minutes de combat. Heureusement, Rakuro a augmenté la durabilité d'une autre arme à l'extrême. Il s'agit de ses Dagmarsh, et il répète que ce combat contre Wederman est un combat d'endurance. Rakuro revient à la charge pour Katso, mais son attaque n'a aucun effet. Rakuro ne s'attendait pas à ce que son attaque fonctionne, mais il se rend compte qu'il est en difficulté lorsque Wederman prépare sa prochaine attaque. Il s'agit d'un coup de tonnerre, mais Rakuro utilise sa capacité de le pied en éventail pour éviter tous les éclairs. Les autres doivent également esquiver, et Pensilgon explique que le coup de tonnerre déclenche un barrage d'éclairs instantanément mortel. Rakuro a bien assimilé la capacité Escape Foot et peut éviter les attaques tant qu'il continue à courir à toute vitesse. Cependant, Wederman utilise son point nimbus et Rakuro ne sait pas du tout quoi faire. L'attaque du point est si puissante que Rakuro meurt à nouveau, mais Katso est là pour le ranimer. Katso prend le relais, mais Wederman s'avère également trop fort pour lui. Pensilgon le ramène à la vie, et Rakuro revient à la charge. Wederman tue à nouveau Rakuro instantanément, alors Pensilgon le réanime, et elle fait quelque chose à sa petite écaille. Après avoir été ranimé une seconde fois, Katso constate qu'il est impossible d'esquiver les attaques de ce type, et qu'ils auront de la chance s'ils survivent 30 secondes. Pensilgon reste calme en les félicitant pour leur bon travail et en leur expliquant qu'il leur reste encore la moitié de leurs objets de résurrection. Katso, bien sûr, se demande ce que fait Pensilgon, mais elle répond simplement qu'elle prépare quelque chose. À ce moment-là, Wederman s'arrête étonnamment, et Pensilgon explique que 10 minutes se sont écoulées. Il est temps de passer à la deuxième phase, et Witerman convoque son soutien tactique, Kiran. Rakuro est étonné de voir apparaître un cercle magique, mais Pensilgon dit à Katso que c'est le moment. Katso est heureux que son temps en tant que soutien de résurrection soit terminé, et il se prépare au combat. Leurs recherches avant le combat ont révélé que lorsque vous combattez Wederman pendant 10 minutes, il invoque son cheval robot. Kiran apparaît enfin, mais Katso est stupéfait car cette chose ressemble plus à un camion Ben géant avec des jambes. Katso esquive la première attaque du cheval robot géant et s'enfuit pour sauver sa vie. La phase 2 exige qu'il survive encore 10 minutes, mais cette fois, ils ne peuvent pas laisser Wederman se combiner avec Kiran. Pensilgon explique à Katso qu'il ne peut pas se contenter d'être sur la défensive, car Kiran commencera à utiliser son énorme arsenal d'attaque. De plus, s'il se combine avec Wederman, il n'y aura aucun moyen de les empêcher de les piétiner. Le seul moyen d'éviter cela est de rester sur le dos du cheval suffisamment longtemps pour déclencher l'animation au buck-off. Kiran commence à lancer ses missiles, et Katso n'a aucune idée de comment monter la bête puisqu'il n'est pas un cow-boy. Pensilgon lui rappelle un jeu de combat populaire, mais Rakuro n'a jamais entendu parler d'un jeu de poubelle portant ce nom. Il rappelle à Rakuro qu'il doit se concentrer sur son propre combat, et Katso lui explique que le jeu de combat de monture était en fait un jeu de niveau supérieur. Le SLF est lui aussi un jeu d'exception, et il accorde beaucoup d'attention à la construction de son univers. L'examen de cette question permet généralement de trouver une solution. Katso se rend compte que Kiran est une machine et qu'il faut donc l'entretenir. Katso utilise cette connaissance pour trouver l'échelle de maintenance, il monte donc le cheval et utilise un fouet pour l'aider à rester en selle. Katso fait appel à ses compétences dans le jeu de combat en monture et fait de son mieux pour tenir bon alors que le cheval se cabre sauvagement. Les choses semblent bien se passer, mais Pensilgon s'inquiète, ils sont à court d'objets de résurrection, elle va donc devoir utiliser l'échelle des récompenses. En sacrifiant des objets dans le plat d'offrande de gauche, un joueur peut recevoir divers avantages dans le plat de bénédiction de droite. Il s'agit d'un objet extrêmement rare, et Pensilgon a donc dû persuader des personnes très puissantes de lui permettre de l'emprunter. Pour tirer le meilleur parti de la balance, Pensilgon a vendu tous les objets de grande valeur qu'elle avait obtenus en jouant au FSL. Elle dispose désormais d'une somme folle de 30 millions d'or qu'elle offre à la balance. En retour, Pensilgon sélectionne la perte qui donne plus de points de stats. Rakuro ne s'en sort pas très bien, car il parvient à peine à survivre et il commence à manquer d'endurance. Katso s'en sort encore plus mal, car le cheval le jette comme une boule de poil. La balance d'or fait son travail de maintien de l'équilibre et accorde à Pensilgon la capacité temporaire d'attribuer des points de statistiques supplémentaires aux autres joueurs. Le taux est d'1 point pour 100 000 pièces d'or, ce qui signifie que les économies de Pensilgon leur permettent d'obtenir un total de 300 points. Pensilgon commence par leur donner 50 points chacun, et Rakuro sent immédiatement la différence. Il comprend que c'est Pensilgon qui est derrière tout ça et remarque qu'elle a augmenté son endurance et sa chance. Rakuro dit à Wederman qu'il sait qu'il ne peut pas l'endommager, mais qu'il a un autre plan. Rakuro range ses dagues et utilise une compétence appelée combat intérieur. Rakuro a l'habitude de combattre des adversaires qu'il ne peut pas blesser, mais il a une arme secrète. Il existe une compétence de combat qui ne fait pas appel à la force mais à la chance. Cette compétence s'appelle fortune de main. Wederman tente d'attaquer, mais il est trop tard, car le coup de poing chanceux de Rakuro fait tomber son épée. Rakuro se moque un peu, puis se précipite pour saisir l'épée de Wederman. Cette épée est bien trop grande pour entrer dans l'inventaire de Rakuro,
mais au moins, Wederman ne pourra pas utiliser son attaque rapide de type slasher. Le coup de poing Nimbus sera toujours un problème, mais Rakuro sait qu'il peut l'éviter tant qu'il reste derrière Wederman. L'augmentation des statistiques n'a pas beaucoup aidé Katso, mais Pensilgon lui dit qu'il n'a qu'à tenir 4 minutes de plus. Kiran parvient à lancer Katso à travers l'arène, mais il a une idée. Rakuro est distrait par le chaos et se fait surprendre par Wederman, qui utilise une attaque appelée Tidal Rush. Rakuro parvient à l'esquiver, mais l'attaque est si puissante qu'il est certain qu'il s'agit d'une capacité de mort instantanée. Il se rend compte que Wederman doit avoir un mouvement spécial pour le cas où son épée serait prise, mais Rakuro s'aperçoit qu'il vient de faire une erreur. Il a couru dans la mauvaise direction et a placé Pensilgon entre lui et Wederman. Pensilgon finit par prendre l'aggro de Witerman, mais Rakuro apparaît à la dernière seconde pour récupérer l'aggro. Wederman s'empare de lui et lui assène Tidal Rush. Rakuro doit être ranimé rapidement, mais Wederman a de nouveau son épée et utilise son point Nimbus. Pensilgon parvient de justesse à se placer dans la zone de sécurité derrière Wederman, et elle ranime Rakuro juste à temps. Le combat à l'épée reprend, mais Pensilgon explique qu'un mort de plus pourrait ruiner leurs chances de succès. Rakuro décide qu'il vaut mieux que Wederman ait son épée, car il est déjà familiarisé avec les animations d'attaque de l'épée. Il ne reste plus qu'une minute, et nous voyons que le plan de Katso était fou. Ce gamin fou a décidé de s'attacher au visage de Kiran, et Pensilgon n'arrive pas à croire ce qu'elle voit. Katso pense qu'il est en train de perdre des HP à force d'être ballotté, mais Pensilgon lui dit de tenir bon car le temps est presque écoulé. À ce moment-là, la phase 2 se termine et Wederman tombe à genoux. Ce serait normalement un bon signe, mais Rakuro n'a pas l'impression que Wederman lui dit « tu m'as battu ». L'armure de Witerman commence à se fissurer et Pensilgon demande aux gars de rester sur leur garde. Elle explique que même lorsqu'Ashura Kai s'est battu à pleine puissance, ils n'ont réussi à aller aussi loin qu'une seule fois. Cela signifie que la phase 2 est terminée et que le véritable défi commence. La dernière fois que Pensilgon a assisté à la phase 3, Wederman a anéanti tout Ashura Kai dès son premier coup. Lorsque les fissures se sont formées dans son armure, Wederman a poussé un hurlement et a déclenché une onde de choc sur tout le champ de bataille. Lorsqu'elle les a frappés, leurs buffs et leurs armures n'ont plus eu d'importance, ils sont tous morts instantanément. Rakuro n'a pas du tout hâte d'en arriver là, mais il sent bien que Pensilgon a un plan. C'est vrai, mais Pensilgon déclare que si cela ne fonctionne pas, ils doivent esquiver du mieux qu'ils peuvent. Elle souligne que dans le SLF, les clés de la victoire viennent de l'histoire. Pensilgon a toujours pensé que Wederman était un cyborg qui avait modifié son corps grâce à la technologie. Cependant, Vache leur a donné un indice sur ce qu'il est vraiment, il a mentionné que Wederman était un cadavre vivant qui a survécu à son époque. Cela signifie que Wederman doit être considéré comme un monstre mort-vivant. Pensilgon lui lance une bouteille et lui révèle ce qu'il faut pour combattre les morts-vivants. C'est de l'eau bénite, mais elle est aussi spéciale, c'est l'eau bénite d'un saint, et c'est la meilleure potion que l'on puisse obtenir pour combattre les morts-vivants. L'eau bénite fait rapidement effet et Wederman pousse un hurlement féroce. Pensilgon est choqué, car ce n'est pas l'animation de Wederman lorsqu'il utilise son attaque de chant. C'est en fait une bonne nouvelle, car cela signifie qu'elle a réussi à l'annuler avec l'eau bénite. Rakuro trouve bizarre qu'elle l'ait éclaboussé avec l'eau des saints, mais Pensilgon explique que le saint est comme une idole dans le SLF. Katso se demande ce qui se passe avec Wederman, mais il est surpris lorsque le cheval commence à se transformer. Il se transforme en une sorte de mèche, mais Pensilgon ne l'a jamais vu auparavant. Elle se demande s'il s'agit d'une nouvelle forme exclusive pour l'étape 3 et se rend compte qu'ils ne peuvent pas le laisser se combiner avec Wederman. Katso se remet presque à courir pour sauver sa vie, et Rakuro fait remarquer qu'une nouvelle forme signifie qu'ils ont besoin d'une nouvelle approche. Le corps de Witerman se désagrège peu à peu. Lors des phases 1 et 2, ils doivent tenir 10 minutes. Cependant, pour la phase 3, Rakuro se demande s'ils doivent tenir jusqu'à ce que Wederman s'effondre complètement. Rakuro demande à Pensilgon d'aller aider Katso et lui garantit qu'il pourra survivre jusqu'à ce que Wederman s'effondre. Pensilgon accepte mais lui dit de ne pas être trop téméraire. En aidant Katso, elle ne pourra plus servir de soutien, et une seule mort pourrait sonner le glas de Rakuro. Pensilgon lui souhaite bonne chance et s'en va. Rakuro se prépare au combat mais s'excuse auprès de Pensilgon dans son esprit. Depuis qu'elle lui a dit qu'il fallait tenir bon jusqu'à la fin du temps imparti, il pense à quelque chose. Alors qu'il esquive une attaque, Rakuro se demande où est le plaisir de tenir bon. Rakuro n'aime pas l'idée d'un boss qui vous oblige à vous cacher pendant 30 minutes. Il a déjà joué à une tonne de jeux qui mettent l'histoire au premier plan. Les jeux qui tentent de trouver un équilibre entre la fiction et le gameplay et qui échouent reçoivent régulièrement le label jeu de poubelle. Shangri-La Frontier devrait être différent, puisqu'il s'agit d'un jeu de premier ordre. La prochaine attaque de Rakuro est bloquée, mais il se rend compte de quelque chose. Sous cette forme, Wederman pourrait bien subir des dégâts. Rakuro pense que le FSL a créé un compromis entre la fiction et la jouabilité. Tout joueur qui endure ses 20 premières minutes reçoit une récompense, qui est un tour de riposte. Rakuro change alors de masque pour la première fois, ainsi que d'arme.
Son casque est une nouvelle armure fabriquée à partir des matériaux du quadruple scarabée. Rakuro décide de s'écarter du plan et déclare qu'il vaincra Wetherman avant qu'il n'ait le temps de s'effondrer. Rakuro utilise son nouveau casque pour bloquer l'attaque de Wetherman et explique qu'il s'est beaucoup entraîné à parer avec. Rakuro dit que parer avec un casque laisse ses mains libres pour attaquer, et il porte un coup à Wetherman. Rakuro est déçu, car il a obtenu un coup critique, mais Wetherman ne semble pas du tout perturbé. Rakuro a donné beaucoup d'argent au lapin Cupid pour se préparer à ce combat, et il compte bien utiliser ce qu'il a reçu pour salir le visage de Wetherman. Rakuro utilise ensuite une compétence appelée Réflexion de la Lune pour frapper Wetherman par derrière. C'était en fait un bluff, et Rakuro utilise son assassin Pierce pour frapper Wetherman à nouveau. Il enchaîne avec une percée, et Wetherman tombe à genoux. Les épées dans le dos sont la plus grande honte d'un épéiste, alors Rakuro s'excuse en prévoyant d'infliger à Wetherman un tas de honte. Rakuro rit comme un fou et Pensilgon sait qu'il finira par se battre. Katso remarque qu'il ricane comme un fou, mais Pensilgon lui fait remarquer que c'est bon signe. Plus Rakuro est un outsider, plus sa motivation et ses talents de joueur augmentent. Cependant, ils n'ont aucune chance de gagner s'ils ne peuvent pas retenir Kiran. Katso explique qu'il a donné quelques coups de poing et qu'il semble que Kiran puisse désormais encaisser des dégâts. C'est très bien, mais Pensilgon veut qu'il reste en vie pour pouvoir éloigner Kiran de Rakuro. Elle veut qu'il se débrouille suffisamment bien pour obtenir la note de passage, mais Katso a d'autres idées. Il attaque Kiran et lui explique que s'il doit être noté, il veut une note parfaite. Malheureusement, Katso finit par être détruit et Pensilgon doit le ranimer. Katso repense à son plan et voit que Pensilgon lui a aussi donné quelque chose appelé Force du Mal. Elle augmente les statistiques de l'utilisateur pendant 15 minutes et devrait lui donner des capacités équivalentes à celles du niveau 99. Mais elle ne leur a pas donné avant, car elle est très pénalisante. Les choses ne se passent pas très bien et Pensilgon commence à en avoir assez de ce combat à sens unique, tout comme les garçons. Katso voulait un score parfait, alors Pensilgon est certain qu'il est prêt pour la punition. Katso n'attend même pas de savoir de quoi il s'agit et mange instantanément la chose de la force maléfique. La vision de Katso change et sa voix est même différente. Pensilgon explique que la force du mal perturbe également l'odorat et le goût. Katso ne pense pas que la sanction soit si grave, mais Pensilgon lui explique que ce n'est pas le plus grave. Ce qui est grave, c'est que son niveau diminuera d'une unité toutes les 30 secondes. Katso est stupéfait car cela va durer 15 minutes, et les effets vont perdurer même après le combat. À la fin du combat, il devra recommencer au niveau 20. Katso aurait aimé le lui dire plus tôt, mais il ne lui a pas laissé assez de temps. La joyeuse Pensilgon utilise alors son échelle pour augmenter ses propres statistiques, et Katso décide de passer aux choses sérieuses. Il combine ses attaques noires et cramoisies pour créer un combo point de l'esprit. Pensilgon maximise ses buffs et ils attaquent Kiran. Katso crée un saut en forme de croix avec son poing gauche et l'écrase avec un coup de poing de son poing droit. Kiran ayant finalement chancelé, Pensilgon prévoit de poignarder son genou jusqu'à ce qu'il se brise. Elle réussit à faire des dégâts, mais elle est choquée de ne pas pouvoir fendre l'armure de Kiran. Kiran lui assène un coup au visage, et elle perd un bras parce que le coup de Katso n'a pas duré assez longtemps. L'armure de Kiran semble épaisse au niveau de la taille, et ils en déduisent que c'est là que se trouvent toutes les parties importantes de l'armure. La seule question est de savoir comment ils vont ouvrir cette chose. De retour auprès de Rakuro, ce dernier a finalement réussi à maîtriser la parade de tête et la combinaison de coups. Rakuro se moque de Wetherman et continue de rire comme un fou. Il savait que ces lames de la nouvelle lune correspondraient parfaitement à ses compétences. Il possède une compétence qui ne peut être activée que lorsque ses HP tombent en dessous de 1/3, et qui s'appelle Climax Boost. Pendant 5 minutes, elle augmente ses statistiques proportionnellement à l'écart de niveau entre lui et son ennemi. Normalement, il serait impossible d'activer cette capacité contre Wetherman, car il a très peu de HP au départ, et les attaques de Wetherman sont trop puissantes. Il n'aurait pas pu les doser pour réduire ses HP à 1/3. Cependant, grâce à la capacité des lames de lune à réduire et à récupérer ses PV à chaque attaque, Rakuro est capable de le faire. De plus, Rakuro utilise une capacité appelée loup de la faim. Elle ne dure qu'1 minute, mais en échange de l'épuisement de son endurance, elle augmente sa force, son agilité et sa vitalité. Cette capacité est assez géniale puisque l'augmentation des statistiques est proportionnelle au peu de HP qu'il a, et à son niveau de faim. SLF dispose d'une jauge pour mesurer la faim du joueur, qui se remplit à chaque fois qu'il mange. Si un joueur reste affamé trop longtemps, cela a un impact sur son taux de récupération de l'endurance. Rakuro a micro-géré cela, comme tout le reste, parce qu'il est un vrai joueur, et il a maintenant le niveau de faim parfait. S'il parvient à combiner ses compétences comme il se doit, Rakuro est certain de pouvoir remporter ce combat. Rakuro voit arriver un autre coup de vent et se prépare à le parer, mais le coup n'arrive pas. Wetherman bouge à peine et Ali fixe le collier qu'Emile a donné à Rakuro. Wetherman répète le nom d'Alice encore et 10 fragments de clé d'identification. Rakuro se rend compte qu'il ne s'agit pas d'une incantation et que Wetherman ne fait que parler. Rakuro pensait qu'il n'était qu'un cadavre animé par des machines,
mais il pense maintenant que Witterman pourrait être quelque chose de plus. Rakuro n'arrive pas à croire que le jeu lui donne des éléments d'histoire à un moment pareil, mais Witterman est prêt à se battre à nouveau. Rakuro a tous les neurones de son corps en tête pour battre ce type et refuse de se laisser distraire par quoi que ce soit. Witterman ne laisse personne enfreindre un de ses vœux et utilise ce qu'on appelle la conquête du ciel. Rakuro voit qu'il devient enfin sérieux, mais notre garçon est fou et prêt à tout. Rakuro se moque de lui parce qu'il vient d'utiliser un autre coup de vent, mais il est choqué de voir qu'il n'y a même pas une seconde de plus avant la prochaine attaque. Rakuro s'inquiète car Wetherman enchaîne les attaques sans aucun délai entre elles. Rakuro parvient à arrêter le raz-de-marée de Witterman, mais plusieurs attaques suivent. Il est clair que Wetherman peut spammer ses attaques sans délai de récupération, ce qui fait dire à Rakuro que l'équilibre du jeu n'est pas du tout respecté. Wetherman lance un nouveau coup, que Rakuro esquive, mais ce n'est pas fini. Des nuages noirs se forment et Wetherman utilise son attaque H-Blizzard. Il s'agit d'une sorte d'attaque combinée, et Rakuro fait de son mieux pour éviter tous les serpents de feu. Il commence à manquer d'endurance et de compétences d'esquive et se rend compte que les choses vont vraiment mal tourner pour lui si le barrage d'attaque en chaîne se poursuit. Rakuro ne perd pas confiance pour autant et déclare qu'il faudra bien plus que cela pour l'abattre. Rakuro a même quelques idées dans sa manche, mais Wetherman utilise la conquête du ciel. Rakuro ne peut s'empêcher de réaliser à quel point Wetherman est rapide, car il court déjà aussi vite qu'il le peut. À ce moment-là, les jambes de Rakuro sont coincées et il remarque que l'attaque lancée par Wetherman n'est pas comme les autres. Il décide d'attaquer de front et se prépare à parer l'attaque avec son casque. Wetherman utilise son attaque claire comme de l'eau de roche et transperce le jeune Rakuro de part en part. Rakuro ne comprend même pas ce qui s'est passé, mais il sait que l'attaque que Wetherman vient d'utiliser est redoutable. Katso s'apprête à le ranimer, mais Pensilgon l'en empêche. Rakuro n'en a pas fini et rappelle à Wetherman ce qu'il lui a dit plus tôt. Il lui répète qu'il faudra bien plus que cela pour l'abattre, et nous voyons un joyau de renaissance flotter au-dessus de lui. Un coup d'œil à Emile montre qu'elle est très inquiète. Rakuro n'est pas encore rentré chez lui, ce qui signifie qu'il doit encore se battre. De retour au combat, l'orbe tombe directement sur Rakuro, le ramenant à la vie, et il déclare qu'il s'agit de sa technique ultime, qu'il appelle l'auto-réanimation. C'était un pari énorme, mais Rakuro a réussi à le faire au bon moment pour se ressusciter lui-même. Le casque de Rakuro est assez abîmé, et il détermine que l'attaque de Witterman doit avoir des effets destructeurs sur l'équipement. Wetherman explique qu'il ne peut être vaincu que si Rakuro surpasse son ultime, la conquête du ciel clair. Rakuro s'inquiète lorsque Wetherman se met en position, et il utilise Thunderclap pour commencer à spammer des attaques comme avant. Witterman est implacable avec ses attaques et combine le spam avec des coupes de vent. Après avoir réussi à survivre de justesse, Rakuro se rend compte d'une chose, la chaîne d'attaque et le mouvement final de dégagement du ciel constituent la technique de conquête du ciel de Witterman. Rakuro essaie de réfléchir à la façon de surmonter cette technique et se rappelle que la dernière fois, il a fallu environ 30 secondes avant que le ciel clair ne l'atteigne. Wetherman utilise son attaque de feu, mais il y a un temps de latence avant qu'elle ne s'active, ce qui fait qu'elle n'est pas une grande menace. Il en va de même pour le blizzard de cendres, que Rakuro peut facilement esquiver lorsqu'il le voit arriver. Rakuro esquive ensuite le raz-de-marée de Witterman, et il commence à se demander si les mouvements utilisés par Wetherman dans Skyclear Conquest sont choisis au hasard. Même si c'est le cas, Rakuro estime que les esquiver n'est qu'un jeu de mémorisation. Rakuro décide que la meilleure stratégie contre tous les coups puissants est de préserver son endurance et de garder une distance de 3 mètres à tout moment. Il doit limiter ses mouvements au strict minimum, et les choses cessent d'être effrayantes lorsqu'il s'habitue à toutes les attaques. Cependant, à ce moment-là, Wetherman piège à nouveau la jambe de Rakuro. Il lance donc l'objet de résurrection dans les airs. Rakuro fait remarquer que cette partie est le véritable défi de ce combat, et Wetherman utilise Skyclear pour le tuer à nouveau. Cette mort est différente des autres, car il s'agit d'une attaque instantanée destinée à massacrer le joueur sans qu'il ait son mot à dire. Rakuro se ranime à nouveau et constate que même un joueur de niveau maximum amélioré et doté d'un puissant bouclier se ferait facilement couper en deux par Wetherman. Le pire, c'est que Wetherman empêche le joueur d'esquiver, car une fois ses jambes enracinées, il n'a d'autre choix que d'encaisser l'attaque du ciel. Jusqu'à présent, la seule solution pour Rakuro a été d'utiliser sa technique d'auto-réanimation, mais il ne pourra pas le faire longtemps. Rakuro envisage d'essayer de détruire l'épée de Wetherman, mais ce n'est pas réaliste, étant donné qu'il doit esquiver les attaques en chaîne. Rakuro se ranime à nouveau, mais se rend compte qu'il s'agit de son dernier joyau de niveau renaissance. Il ne lui reste plus que 5 vies divines. L'éclaircie de Wetherman se produit toutes les 30 secondes, ce qui signifie que Rakuro n'a plus que 3 minutes à vivre. Cela fait moins de 3 minutes que la phase 3 a commencé, et Rakuro se dit qu'il n'y a aucune chance qu'il arrive à 10 minutes. Wetherman déclare à nouveau que Rakuro doit dépasser son ultime pour le vaincre, et Rakuro passe à l'attaque. Rakuro se rappelle alors que survivre 10 minutes n'était qu'une théorie. Rakuro meurt d'une nouvelle attaque de clair de ciel,
et il détermine que la résolution du clair de ciel doit être la véritable condition de victoire contre Wethermon. Le plan de Rakuro est d'utiliser une parade, mais ce sera très difficile. Il doit dévier l'attaque avec un timing parfait et n'aura pas d'autre choix que de le faire en étant ancré au même endroit. S'il se trompe ne serait-ce que d'une milliseconde, Wethermon détruira son arme, mais c'est la seule façon de gagner. Rakuro jette un coup d'œil à tous les temps de recharge de ses capacités et décide que son seul travail consiste à déterminer ce dont il a besoin dans ce dernier moment. Il doit s'assurer de les avoir à sa disposition pendant cette parade, et il jette un coup d'œil à sa barre de santé. Il faut que tout soit parfaitement synchronisé, il faudra donc attendre encore un peu avant que tout soit prêt. De retour avec les autres, ils doivent toujours trouver un moyen d'obtenir les données vitales de Kiran, et Katso dit à Pensilgon de ne pas sous-estimer un joueur professionnel comme lui. Pensilgon lui dit de se mettre au travail et met fin à ses jours de façon choquante. Katso est, bien sûr, confus, et le robot l'empêche de la ranimer. Il finit par le faire, et Pensilgon explique sa décision folle en soulignant qu'une lanceuse comme elle ne pouvait pas se battre d'une seule main. Résurrection l'a ramenée avec une main toute neuve, il est donc temps de se remettre au travail. Les deux travaillent ensemble pour maintenir la machine immobile, et Katso souligne qu'il s'est drogué pour obtenir d'énormes améliorations. Grâce à Pensilgon, il peut maintenant utiliser 2 fouets et s'en sert pour déséquilibrer le robot à la seconde où il lève le pied. Katso explique qu'un joueur professionnel doit connaître les mouvements du corps humain, mais Pensilgon lui rappelle que son adversaire n'est pas humain. Katso devient encore plus fou lorsqu'il sort tous ses fouets et maintient un robot cloué au sol. L'ajout de buffs de perforation d'armure aux armes les fait se briser plus rapidement, Pensilgon doit donc changer les siennes. Pensilgon a attaqué toutes les parties du corps de cette chose, et elles sont toutes assez résistantes. Cependant, un endroit est plus fort que tous les autres. Il s'agit de la taille, ce qui confirme qu'il doit s'agir de l'endroit où il protège ses organes vitaux. Katso soulève le monstre et Pensilgon commence à attaquer sa taille. Mais son arme est sur le point de se briser et les buffs de Katso sont sur le point de s'épuiser. La persévérance de Pensilgon est payante, elle parvient à briser l'armure, mais la puissance s'échappe de cette partie du corps. L'arme de Pensilgon est détruite, et tous les fouets de Katso sont brisés. Le fait de briser l'armure de la taille semble avoir déclenché son mode berserk, et Pensilgon décide qu'ils doivent l'attaquer au lieu de s'enfuir. S'il le laisse se déchaîner, l'une de ses attaques pourrait toucher Rakuro. Katso imagine comment Rakuro se moquerait de si cela arrivait. Rakuro leur ferait remarquer qu'il est occupé à combattre le boss, et qu'ils n'ont même pas réussi à distraire son cheval de compagnie. Il est temps pour eux d'en finir avec le géant, mais Pensilgon n'a plus que 2 lances. Les deux esquivent toutes les attaques du robot cheval, et Pensilgon commence une incantation. Elle s'envole vers le ciel et utilise sa technique Shadow Edge. C'est un sort qui lui permet de sceller une cible en plantant son arme dans son ombre. Il ne dure que jusqu'à ce que son arme se brise, ce qui, selon elle, ne prendra que 5 secondes. Pensilgon en profite pour sortir sa brochette tueuse de géant, mais Katso remarque que le robot rusé a lancé le missile juste avant qu'il ne soit verrouillé. Ce missile frappe Pensilgon, mais Katso est stupéfait de voir qu'elle est encore en vie. Pensilgon revient sur ce qu'elle a dit à propos des lanceurs qui ne peuvent pas se battre avec un seul bras, et lance à elle seule sa lance sur Kiran. Elle atteint parfaitement sa cible, mais c'est tout ou rien, car son sceau se dissipe. C'est au tour de Katso de combiner ses points rouges, bleus et jaunes. Il appelle cela son point de l'esprit et l'utilise pour envoyer la lance de Pensilgon à travers Kiran. L'attaque est incroyablement puissante, mais Kiran, vaincu, tombe sur Katso. Pensilgon se précipite à ses côtés et constate qu'il va bien. Les 2 hommes sont victorieux, mais ils sont aussi complètement épuisés. Pensilgon fait remarquer que Katso n'a plus du tout d'endurance, et elle se souvient que Rakuro est encore en train de se battre. Rakuro se ranime une nouvelle fois, mais il vient d'utiliser son dernier objet de résurrection. Ce n'est pas grave, puisqu'il a enfin tout ce qu'il faut pour gagner. Les temps de récupération de Hungry Wolf et Climax Boost sont terminés, et la jauge de fusion de ses lames de lune est remplie. Witherman recommence sa conquête du ciel, et Rakuro dispose de 30 secondes avant la prochaine attaque de ciel dégagée. Son casque ne sert plus à rien, Rakuro reprend donc son masque d'oiseau emblématique. Rakuro commence à esquiver le barrage de capacité comme les autres fois, et finalement, il ne reste que 2 secondes avant l'attaque de ciel clair. La clé pour la vaincre sera ses lames de lune, et Rakuro les fusionne pour la première fois. Il s'agit de la lune jumelle, qui a un effet spécial. Plus les statistiques de Rakuro sont basses par rapport à celles de l'ennemi, plus la puissance et la probabilité des coups critiques de Rakuro sont élevées. C'est l'arme parfaite pour ce moment, car elle augmente la probabilité que sa parade fonctionne. Combiné aux effets cumulés de son Climax Boost et de Hungry Wolf, Rakuro est certain de pouvoir bloquer le ciel. Rakuro se prépare, mais il est choqué de voir une notification indiquant que son Climax Boost ne peut pas être activé. C'est la compétence qu'il ne peut utiliser que lorsque ses HP sont inférieurs à un tiers de leur valeur totale. Rakuro vient donc de réaliser qu'il s'est trompé. Il a travaillé dur pour que tout se déroule à la perfection,
mais il n'a pas réussi à faire descendre ses HP assez bas. Loup affamé ne lui permettra pas d'égaler la vitesse d'attaque de Witherman, il est donc condamné. Rakuro tente désespérément de trouver une solution, mais il est assommé lorsqu'une dague frappe Witherman. Elle provient de Pensilgon, dont on voit maintenant qu'il s'agit de Setsuna. Ils semblent avoir attiré l'attention de Witherman, mais ils sont choqués lorsque Rakuro se poignarde lui-même. Rakuro explique que la mise à jour majeure de la FSL, qui vient de sortir aujourd'hui, a modifié les conditions d'activation du statut d'endurance basé sur la chance. Si la statistique de chance d'un joueur est supérieure à 50 et que ses HP atteignent 0 à cause des dégâts qu'il s'est infligés, il pourra survivre une seule fois avec un seul HP. Le corps de Rakuro déborde d'une puissance folle et il se prépare à affronter le ciel dégagé de Witherman. Witherman a répété à maintes reprises qu'il n'abandonnerait jamais, mais Rakuro déclare qu'il va enfin le mettre à terre. Witherman déclenche son attaque Skyclear, et Rakuro synchronise parfaitement une attaque appelée Crescent Vorpal. Leurs attaques s'entrechoquent dans une grande démonstration de puissance, et Rakuro pousse juste assez fort pour déloger l'arme de Witherman. L'armure de Witherman est également brisée, et Rakuro déclare qu'il a vu assez d'attaques de Witherman pour toute une vie. Tout le monde est stupéfait de voir que Rakuro a vraiment réussi, et il déclare que l'attaque ultime de Witherman a enfin été résolue. L'épée de Witherman est détruite et son corps se désagrège lentement. Witherman reconnaît que Rakuro a réussi son coup ultime et le qualifie de brillant. Witherman admire le talent de transformation de Rakuro et le compare à la clarté d'un ciel sans nuages. Witherman récupère calmement son épée, et Rakuro se prépare. Witherman s'approche et les autres se demandent si le combat n'est pas vraiment terminé, mais Pensilgon leur dit qu'il est à bout de force. Witherman passe devant notre héros à tête d'oiseau, et Rakuro comprend que le combat est enfin terminé. Witherman se rend sur la tombe de Setsuna, et son corps commence à s'affaiblir. Il déclare qu'il est temps pour lui de dormir, et ces derniers mots disent qu'il sera bientôt avec Setsuna. Le corps de Witherman s'effondre, et notre groupe observe tout ce qu'il reste de son épée. Il se demande si c'est vraiment fini, mais Pensilgon vérifie qu'ils n'ont toujours pas rempli les conditions requises pour la bataille. Le cerisier commence étonnamment à mourir, et la zone commence à revenir à la normale. Une fois que c'est terminé, Pensilgon est choqué de trouver Setsuna debout, parlant à nos héros et les remerciant d'avoir mis Witherman au repos. Setsuna déclare que le souhait de retrouver son ancienne identité a finalement été exaucé. Les autres se demandent si cela signifie qu'elle n'est pas la vraie Setsuna, alors elle révèle qu'elle n'est qu'un vestige d'elle. Le dernier souhait de la vraie Setsuna était que Witherman soit libéré après avoir été ligoté par sa mort. Ce vestige que l'on voit aujourd'hui n'est que le fruit de ses sentiments. Dans ces conditions, elle est censée disparaître une fois son rôle accompli. Cela contrarie beaucoup Pensilgon, mais Setsuna lui dit de ne pas s'inquiéter. Cela devait toujours arriver une fois que le monde aurait exaucé son souhait. Elle appelle nos héros des pionniers et leur révèle que s'ils veulent connaître la vérité sur ce monde, ils doivent partir à la recherche de Bahamut. Rakuro explique que Bahamut est en fait un gros poisson que les gens traitent comme un dragon. Katso s'empresse de préciser qu'il n'est pas idiot et qu'il sait ce qu'est Bahamut, mais qu'il ne sait pas ce que cela signifie dans le contexte de ce jeu. Pensilgon est certain qu'il n'y a pas de monstre appelé Bahamut dans SLF et aimerait en savoir plus. Malheureusement, Setsuna n'a pas l'intention de leur donner toutes les réponses, car elle pense qu'ils doivent trouver la réponse par eux-mêmes. Ce vestige décide de parler en tant qu'elle-même au lieu de Setsuna et dit au revoir à Pensilgon. Pensilgon est alors choqué d'entendre que ce vestige l'aimait, et elle lui dit au revoir à son tour. Pensilgon s'empresse de dire aux autres qu'elle ne pleure pas, mais Rakuro lui fait remarquer qu'il n'a encore rien dit. Les garçons se moquent d'elle, car elle est clairement en train de pleurer, et Rakuro dit même qu'il est surpris de voir qu'elle a installé des canaux lacrymaux dans son corps robotique et sans émotion. Pensilgon redevient comme avant et les menace de mort, mais Katso en a vu de toutes les couleurs et dit à Rakuro d'en prendre pour l'équipe. À ce moment-là, ils reçoivent tous un message leur indiquant qu'ils ont réussi le scénario unique. C'est une grande réussite, et Pensilgon remercie les joueurs pour leur aide. C'est la première victoire contre un monstre unique depuis la création de Shangri-La Frontier, et Rakuro a hâte de voir quel genre de butin ils obtiendront en récompense. Ils se préparent tous à passer en revue le butin, mais ils sont interrompus par une annonce adressée à tous les joueurs. Tous les joueurs écoutent avec stupéfaction l'annonce de la défaite du monstre unique Witherman, le garde du tombeau. L'annonce ne s'arrête pas là, puisqu'elle révèle les noms des joueurs qui l'ont vaincu, Pensilgon, Katso et Sanraku. Comme si cela ne suffisait pas, l'annonce déclare qu'avec la défaite de Witherman, l'histoire du monde de Shangri-La Frontier a officiellement progressé. Dans le quartier général du jeu, nous pouvons voir à quel point les joueurs ont progressé dans l'histoire du monde, et la défaite de Witherman n'a fait que faire passer le taux de progression de 11% à 12%. Dans une bibliothèque de Shangri-La Frontier, un groupe de personnes s'affole à l'annonce de la nouvelle. Ils sont persuadés que leur professeur va bientôt se connecter, car la défaite d'un monstre unique est un événement considérable. Ces nerds en savent beaucoup, mais ils n'ont jamais entendu parler du terme World Story auparavant. Cependant, ils déterminent qu'elle doit être différente de l'histoire normale du jeu.
L'histoire normale implique de travailler avec des PNJ pour explorer le monde, il suppose donc que l'histoire du monde doit signifier que le monde lui-même est en train de passer à une nouvelle étape. Il se pourrait que le jeu connaisse de grands changements, c'est pourquoi ils veulent en savoir le plus possible sur ce qui s'est passé. Ils commenceront par se renseigner sur Wethermon, car il n'existait jusqu'à présent aucune preuve confirmée de son existence. Ils connaissent désormais 5 monstres uniques, ce qui signifie qu'il ne reste plus que 2 inconnus. La prochaine étape consiste à entrer en contact avec les joueurs qui ont vaincu Wethermon. Ce groupe n'est pas le seul à s'intéresser à nos héros, car le clan Schwartz est contrarié d'avoir été le premier groupe à vaincre un monstre unique. La sœur de Ray, Psy-G100, est leur chef, et elle a honte qu'ils se considèrent comme un clan de premier plan. Un petit nerf fait remarquer qu'il était étrange de ne pas voir Pensilgon pendant le raid d'Ashura Kai et réalise maintenant que c'est parce qu'elle était partie tuer un monstre unique. Psy-G100 détermine que c'est Pensilgon qui a divulgué l'information sur la cachette d'Ashura Kai. Elle s'est servie de tout le monde pour faire diversion afin de pouvoir s'attaquer au monstre unique. C'est incroyablement frustrant, et il détermine qu'elle est encore plus perturbée que l'Orcelot qui a réussi à s'enfuir. Quant aux partenaires de Pensilgon, ils n'ont jamais entendu parler de Katso. Sanraku, en revanche, est bien connu pour être le joueur qui a combattu Lycagon. Ray est également présent et se demande à quel point Rakuro et Pensilgon sont proches. Ce clan a une grande mission à accomplir, mais Psy-G100 a décidé de rester avec quelques autres membres. Sanraku est un débutant qui a été vu pour la dernière fois à Teardrema. Il est donc surprenant d'apprendre qu'il a réussi l'impensable et qu'il a battu un monstre unique. Psy-G100 s'intéresse de près à lui et déclare qu'elle va devoir le retrouver. À ce moment-là, il remarque que Psy-G0 a disparu, et Psy-G100 se souvient que sa sœur s'était liée d'amitié avec un garçon qu'elle aimait bien. De retour avec nos héros, ils sortent de la grotte et trouvent un Orcelot très en colère qui les attend. Les garçons se moquent de ce type et l'appellent Orcelot l'échec dur. Pensilgon s'en prend également à lui en soulignant que son petit frère n'est même pas digne de ce surnom. Orcelot Lo sait que c'est Pensilgon qui a divulgué ces informations, et elle souligne qu'elle n'avait pas d'autre choix. Orcelot Lo est devenu une poule mouillée qui n'osait pas bouger de peur de tout perdre. Orcelot refuse d'accepter cela et se prépare à les attaquer, car il est sûr qu'ils sont fatigués d'avoir combattu Wethermon. Il prévoit de les éliminer et de s'emparer de tout le butin qu'ils ont reçu lors de leur combat, mais ils sont choqués par des cercles magiques. Il s'agit d'un signal de détresse anti-PK que notre groupe a préparé. Lorsqu'il est attaqué par un joueur PK, un joueur peut appeler ses amis à l'aide. Si ce joueur possède la compétence Free Warp, il peut alors les invoquer sur place. L'ami qu'ils ont invoqué est Shakan Psy-G0. Elle donne aux Ashura Kai une dernière chance de s'enfuir, mais Orcelot exige qu'il commence à lui montrer du respect. Il prévoit d'obtenir ce respect par le combat, mais les Ashura Kai sont éliminés en 50 secondes. Orcelot est furieux de voir tout ce pourquoi il a travaillé si dur détruit, mais Pensilgon met fin à ses jours. Rakuro lui recommande de jouer à Furial Chronicle Online, mais Katso le traite de monstre pour avoir recommandé ce jeu de pacotille. Pensilgon est étonné de recevoir toutes les marchandises qu'Ashura Kai transportait, car il semble qu'ils essayaient de quitter la ville avec tout cela. Rakuro remercie Psy-G0 pour son aide, et elle le félicite pour sa victoire. Rakuro se souvient que l'annonce a été faite et réalise qu'il lui sera beaucoup plus difficile de ne pas être reconnu en public. Ce qui est plus préoccupant, cependant, c'est ce qu'il faut faire avec Psy-G0. Il l'a appelée pendant tout ce temps, alors il ne pense pas qu'il puisse la renvoyer maintenant. Pour l'instant, il se contente de la regarder maladroitement, mais Ray n'en est que plus heureux. Pensilgon ne s'ennuie jamais et demande à Psy-G0 de la tuer. Elle offre tout ce qu'elle a en guise de paiement, mais ses amis sont inquiets. La mort de Pensilgon en tant que PK player activera la pénalité PK, ce qui signifie qu'elle devra payer une amende proportionnelle à ses crimes. Rakuro connaît bien Pensilgon et prédit que les frais seront énormes. Pensilgon est prête à prendre ce risque car elle en a assez d'être une PK player et veut effacer son ardoise. Pensilgon reste cependant une PK player pour l'instant et déclare qu'elle ne se laissera pas faire facilement. Elle a toujours voulu se battre à fond contre le maître de bataille et exige qu'il se batte. Psy-G0 jette un coup d'œil à Rakuro et accepte le défi. Elle sort la fameuse épée unique du maître de l'attaque et utilise sa compétence appelée renversement. Psy-G0 sait que Pensilgon est appelé le Giant Killer, elle a donc décidé de donner tout ce qu'elle a dans ce combat. Rakuro se met en mode annonceur et souligne que Psy-G0 vient d'utiliser un tas de buffs sur elle-même. Pensilgon sort une arme effrayante tout en s'améliorant elle aussi, et le combat commence. Rakuro ne peut pas être plus excité, et Katso se demande comment il peut encore avoir autant d'énergie. La première attaque de Pensilgon est bloquée, et elle est choquée de constater que son épée est coincée. Psy-G0 porte un coup direct, mais Pensilgon réapparaît de la fumée pour lui reprendre son bras et son épée. Elle fait comprendre encore plus clairement qu'il s'agit d'un combat à outrance et attaque avec son bras armé. Psy-G0 a bien compris le message et prépare une attaque puissante. Après une longue incantation, elle libère son attaque de vide du chaos, causant une destruction massive.
Rakuro et Katso regardent avec stupéfaction Psy-G0 détruire Pensilgon. Ils ramassent tous les objets éparpillés et permettent à Psy-G0 de se servir. Les choses deviennent un peu gênantes, car Pensilgon était le plus beau parleur du groupe, et Rakuro ne sait pas quoi dire. Katso veut qu'ils disent quelque chose puisqu'ils sont tous les deux amis, mais Rakuro fait remarquer que Psy-G0 les a en quelque sorte forcés à faire une demande d'amitié. Katso décide qu'il est temps de montrer les compétences sociales d'un joueur professionnel, mais Psy-G0 intervient pour poser une question à Rakuro. Elle veut savoir quel genre de relation il entretient avec Pensilgon, qui lui répond qu'ils sont juste des amis de jeu. Le chronomètre de la guerre de l'amitié étant écoulé, Rakuro fait ses adieux. Psy-G0 tente de l'inviter à partir à l'aventure, mais il est trop tard et elle est partie. Katso se demande s'il ne devrait pas jouer à un simulateur de rencontre pour améliorer leurs compétences sociales, mais Rakuro est trop traumatisé par son dernier simulateur de rencontre. Le dernier objet restant est l'épée de Pensilgon, elle est assez effrayante, mais Rakuro décide de s'y accrocher quand même. Les gars sont plus épuisés que jamais et décident de retourner à Turdrma. Au Turdrma, Rakuro effraie accidentellement Emile et lui dit qu'il a battu le méchant sans avoir besoin d'aucune réponse. Emile se précipite pour l'embrasser, et elle sanglote en disant qu'elle était vraiment inquiète pour lui. Rakuro lui rend le collier qu'elle lui a offert et lui dit que c'est grâce à elle qu'il a pu vaincre Wedermon. Emile est soulagé de le voir sain et sauf, et elle l'embrasse à nouveau. Au siège d'Utopia, le développeur de Shangri-La Frontier, nous trouvons un homme très sérieux nommé Sakai. Il est responsable des relations publiques et apprend que Wedermon, le Tongar, a été vaincu. Ce timing inattendu a semé la panique dans toute l'entreprise, qui pensait que les monstres uniques seraient vaincus dans un ordre différent. Un autre monstre unique nommé Ktarnit devait être vaincu en premier, Wedermon tombant quelque part au milieu ou peut-être même à la fin. Sakai espérait profiter de la cuisine de sa femme pour la première fois depuis 3 jours, mais au lieu de cela, il est ramené au bureau. Ce type est stressé, mais les choses empirent lorsqu'il découvre qu'il n'a plus de médicaments pour la digestion. En haut, nous trouvons Amashi, la productrice exécutive du jeu. Comme si elle n'était pas déjà assez en colère, elle est encore plus agacée par la séquence de sécurité pour ouvrir la porte. Le scan rétinien la pousse à bout, elle hurle donc à la machine, qui finit par s'ouvrir. À l'intérieur, elle s'entretient avec Tsukuri, le fondateur d'Utopia. Selon Amashi, Tsukuri a dit à tout le monde qu'il faudrait au moins 10 ans pour que quelqu'un batte Wedermon. Tsukuri la corrige et lui fait remarquer qu'elle a dit qu'Ashura Kai ne serait pas capable de le battre. Amashi explique à quel point il était inattendu pour les joueurs d'utiliser la balance contre Wedermon. Ils se sont battus à la loyale sans aucun problème, donc elle ne pense pas qu'il y ait de quoi se plaindre. Tsukuri, en revanche, a de quoi se plaindre, car elle rappelle que c'est Amashi qui a décidé d'affaiblir Wedermon. Ils se disputent ensuite pour savoir qui est en tort. Tsukuri pense qu'Amashi se soucie trop de l'équilibre du jeu et que cela ruine ses concepts d'histoire soigneusement élaborés. Elle traite Amashi de parasite, mais cette dernière lui rappelle que le jeu serait complètement déséquilibré sans elle. Sakai les surprend et son estomac le fait souffrir atrocement. Il tente d'arrêter le combat, mais cela ne fait que le blesser davantage. Shangri-La Frontier est le joyau de la société Utopia. Tsukuri a conçu le monde et Amashi l'a équilibré. Ils sont le noyau de l'équipe de développement, et il est déçu de voir qu'ils se battent comme des enfants. Sakai a déjà beaucoup de soucis, mais il se rend compte qu'il est le seul à pouvoir arranger la situation. L'idée géniale de Sakai est de leur dire qu'ils ont tous les deux besoin de prendre une douche puisque cela fait si longtemps, mais bien sûr, cela ne fait qu'accroître sa douleur. De retour à la maison, Rakuro a besoin d'un sommeil réparateur. Rei, quant à elle, est chez elle, mais elle n'arrive pas à dormir. Dans son esprit, Rakuro était excité à l'idée de l'appeler à ses côtés et de lui laisser les affaires de Pensilgon. Son plan est de continuer à se rapprocher de lui dans le jeu en espérant que cela les rapprochera dans la vie réelle. Le lendemain matin, Rakuro est impatient de voir ce qu'il a gagné grâce à son travail acharné et retourne directement au jeu. En arrivant, Rakuro découvre qu'Emile n'a jamais cessé de pleurer et lui explique que son père veut le voir. Vache est heureux d'apprendre que Wedermon était incroyablement puissant, et que le stupide mage des bois que Rakuro a combattu auparavant n'était même pas comparable. Rakuro attribue sa victoire à son expérience des jeux de poubelle, qui lui a appris à faire face à des attaques déraisonnables. Vache est encore plus heureux d'apprendre que Wedermon a quitté ce monde satisfait. Rakuro est choqué lorsque Vache décide qu'il est peut-être temps de faire quelque chose. Rakuro n'a aucune idée de ce dont il parle, alors Vache lui demande s'il aimerait connaître la vérité sur ce monde. Rakuro en serait honoré, et Vache lui dit qu'il a besoin de quelques objets. Rakuro est déçu, car il était tout excité à l'idée de donner le coup d'envoi de son scénario bonus unique, mais il semble que ce ne soit qu'une simple quête. Il décide tout de même de le faire en espérant que les choses s'améliorent. Rakuro reçoit la liste des objets, mais il n'a aucune idée de l'endroit où les trouver. Vache lui explique qu'il doit se rendre à un endroit appelé Lightless Baron. Ce n'est pas près de Turdrma, et Vache révèle qu'il ne le trouvera nulle part sur sa carte. Rakuro décide de demander de l'aide à Pétès, mais il souhaite obtenir plus d'informations de la part de Vache.
Vache lui répond simplement que tant que Rakuro n'est pas trop bête, il le trouvera bien assez tôt. Les scénarios uniques semblent être comme le contenu de fin de partie, alors Rakuro se demande si la place de ce baron sans lumière est quelque part bien avant l'endroit où il se trouve actuellement. Emile s'attend à un long voyage, mais notre protagoniste confiant la traite de naïve. Rakuro vérifie ses statistiques et est agréablement surpris de constater qu'il est passé au niveau 78. C'est grâce au combat contre Wedermon, qui lui a permis d'acquérir de nouvelles compétences de peau et d'en faire évoluer d'autres. Il est persuadé qu'un tel gain de puissance lui permettra de survoler le jeu pendant un certain temps. Mais ce n'est pas tout, car notre garçon est impatient de voir quel type de butin il a obtenu lors du combat. Il est persuadé que tous ses efforts seront récompensés, mais la première chose qu'il a reçue le laisse perplexe. Il s'agit d'un livre intitulé Le tombeau de la vérité, qui décrit en détail l'histoire de Wedermon. L'objet suivant est le livre de compétences Clear Sky, qui contient un enregistrement numérique des techniques d'épée laissées par le maître d'épée de l'ère de la divinité. Rakuro se souvient du nom au ciel clair et est choqué lorsqu'il réalise qu'il s'agit de la puissante gamme de compétences utilisées par Wedermon. Rakuro ne peut contenir son excitation et explique à Emile qu'il va pouvoir apprendre les attaques les plus puissantes qu'il ait jamais vues. Il lui faut un équipement de divinité pour les apprendre, ce qui risque de prendre un certain temps, mais Rakuro s'en moque. Il espérait qu'Emile partagerait son enthousiasme, mais elle n'est plus là depuis qu'il lui a fait part de son enthousiasme. Rakuro est impatient de découvrir le dernier butin, et il s'aperçoit qu'il s'agit d'un accessoire. Il s'agit de la clé d'Inventoria, un bracelet spécial porté uniquement par quelques privilégiés, même pendant la divinité. Il sert à la fois de porte et de clé pour un espace de stockage. Même si le porteur est tué, ni l'accessoire ni les objets à l'intérieur de l'espace de stockage ne peuvent être volés. Cette chose se synchronise également avec les données anatomiques pour fusionner et devenir partie intégrante de l'utilisateur. En somme, elle agit comme un entrepôt avec un espace de stockage infini. Enfin, Rakuro peut dépenser des MP pour se téléporter dans l'espace de stockage. Tout cela est plutôt bien, mais ce n'est pas aussi impressionnant que le livre de compétences. Rakuro l'essaie, et Emile est choqué de le voir disparaître. À l'intérieur de l'entrepôt, Rakuro ne s'attendait pas à grand-chose, mais il est absolument abasourdi lorsqu'il découvre que l'entrepôt contient déjà un tas de choses bizarres. Il s'avère que cet objet est bien plus que ce qu'il aurait pu espérer, car il s'agit d'un équipement de haut niveau. Ailleurs, Pensilgon laisse quelques fleurs à Setsuna. Setsuna s'est toujours considérée comme une copie, mais pour Pensilgon, elle a toujours été l'original. Pensilgon se souvient alors que Setsuna leur avait dit de chercher Bahamut pour découvrir la vérité de ce monde. Pensilgon avait initialement prévu de quitter SLF après avoir battu Wedermon, mais elle a changé d'avis. Elle ne sait rien de ce Bahamut, mais elle déclare qu'elle le forcera à lui dire tout ce qu'il sait. Les choses deviennent alors un peu plus inquiétantes lorsque nous voyons l'ennemi juré de Rakuro, Likagon. Un peu plus tard, nous nous retrouvons dans la chambre de Katsuo. Il possède une tonne de casques VR, dont le nombre n'a d'égal que le nombre de récompenses que Katsuo a reçues pour ses jeux. Katsuo réfléchit à la qualité du jeu Shangri-La Frontier et au fait qu'à l'origine, il ne voulait l'utiliser que pour tuer le temps lorsqu'il ne s'occupait pas de pro-gamer. Son opinion sur le jeu a radicalement changé, car il ne supporte plus l'idée que ses amis puissent s'amuser sans lui. Cependant, il a un grand tournoi de pro-gaming à venir, donc il ne peut pas les rejoindre. C'est alors que Rakuro lui envoie un message pour lui faire part de la superbe clé d'Inventoria qu'il a reçue lors de leur combat. Katsuo décide rapidement d'abandonner toutes ses responsabilités, car il ne peut pas laisser ses amis prendre le dessus sur lui. Katsuo active son ultime machine de VR gaming et se rend au SLF. Il rencontre les autres, et Rakuro exprime à quel point tout ce qui est dans son inventaire a l'air incroyable. Katsuo l'a vu aussi, et il est assuré que l'armure rendrait Rakuro beaucoup trop puissant. Pensilgon a également vérifié l'inventaire, et elle révèle que toutes les armures sont inutiles telles qu'elles sont maintenant. Les garçons sont très déçus, et elle explique que tout ce qu'il y a là a besoin d'une source d'énergie appelée réacteur à éther non standard. Malheureusement, elle n'a jamais vu ou même entendu parler de cette chose auparavant, et Rakuro ne peut pas utiliser les armes et les armures de l'inventaire sans ce réacteur. Rakuro est complètement découragé après s'être mis dans tous ses états, mais Katsuo lui révèle avec stupeur qu'il possède en fait un réacteur à éther non standard. Katsuo pense que c'est parce que c'est lui qui s'est le plus battu contre Kiran et révèle qu'il l'a reçu en guise de butin. Le seul problème, c'est qu'il semble cassé et que tous les forgerons à qui il a demandé de le réparer n'avaient aucune idée de ce que c'était. Pensilgon explique qu'il s'agit d'une relique de divinité, et qu'il faudra donc faire appel à un forgeron spécialisé ou à un objet quelconque. Elle n'a pas de réponse à ce problème, mais c'est Rakuro qui choque tout le monde en révélant qu'il connaît peut-être un moyen de la réparer. Sous le choc, Pensilgon crache à nouveau son verre sur Rakuro, mais ce dernier se rend compte qu'elle le fait exprès. Rakuro veut la porter à quelqu'un, mais il s'agit d'un scénario unique, et il craint que les autres ne puissent pas venir. Katsuo lui permet d'emprunter le réacteur, mais à une condition, il veut connaître les conditions de déverrouillage du scénario unique que Rakuro cache. Pensilgon lui reproche de donner cette condition à son ami,
mais Katso lui fait remarquer qu'il n'a pas réussi à déclencher ses propres scénarios uniques. Dans la FSL, les informations sur les scénarios uniques sont extrêmement précieuses, surtout pour les joueurs qui ont un accès exclusif à l'un d'entre eux. Cela dit, la plupart des joueurs protègent leur propre profit et n'aiment pas partager facilement leurs informations. Katso ne fait pas exception, il est donc logique qu'il veuille faire cet échange. Rakuro explique qu'il n'a pas reçu d'instructions précises lorsqu'il a débloqué un scénario unique, mais il est prêt à raconter à Katso ce qui s'est passé juste avant. Les autres sont choqués, car Rakuro est devenu célèbre lorsque tout le monde dans le jeu voulait cette information, et il est maintenant sur le point de la leur donner. Rakuro explique qu'au niveau 20 ou moins, il a rencontré l'Ikagon, le tueur de la nuit. Il a tenu 5 minutes sans subir de dégâts et a réalisé environ 200 coups critiques avec une arme Vorpal. Ses amis sont furieux car il est impossible de reproduire ces étapes, mais Rakuro souligne qu'il leur a donné une réponse honnête. Katso décide de lui prêter le réacteur et Pensilgon demande à Rakuro de lui rendre l'échelle. Un retour dans le passé montre que Pensilgon la lui a donné après leur combat contre Wedermon. Pensilgon l'a emprunté à une organisation de PNJ appelée les Écailles d'Or, et elle fait partie de l'une des classes d'objets les plus élevées de tout le jeu. En théorie, si un joueur investit suffisamment d'argent dans la balance, il peut obtenir des statistiques encore plus élevées que celles d'un monstre unique. Bien sûr, pour y parvenir, le joueur doit disposer d'un budget équivalent à celui d'un petit pays. C'est le seul objet que Pensilgon ne voulait pas perdre à cause de la pénalité PK, alors elle a fait ce qu'on appelle du blanchiment. Il s'agit d'une astuce utilisée pour éviter que les objets ne soient perdus à cause de la pénalité. La pénalité pour PK signifie que lorsqu'ils sont tués, la propriété de leurs objets est transférée à la personne qui les a tués. En outre, ils doivent payer une taxe proportionnelle à leurs méfaits. Lorsqu'ils sont tués, même les objets conservés dans les entrepôts sont automatiquement saisis et vendus pour aider à payer la taxe. Protéger les objets de cette saisie s'appelle le blanchiment. Katso suppose que c'est la raison pour laquelle, au lieu de mettre la balance en réserve, Pensilgon l'a donnée à Rakuro juste avant que Psy-G0 ne l'élimine. Ce n'est pas le cas, car le jeu peut même fouiller dans votre historique pour vendre des objets. Si la balance est toujours là, c'est parce qu'elle appartient toujours à l'organisation Golden Skull. Rakuro souligne qu'elle n'a pas vraiment blanchi quoi que ce soit, mais elle révèle qu'elle a pu utiliser la balance d'une autre manière. Pensilgon prononce une incantation et 2 objets sortent de la balance. Il s'agit du butin de Pensilgon lors du combat contre Wedermon. L'un est le livre de la tombe de la vérité, et l'autre est une épingle en forme de fleur. Ils semblent tous avoir obtenu des objets légèrement différents lors du combat, et Rakuro pense à son livre de compétences ciel clair. Pensilgon révèle qu'elle a offert le butin à la balance, ce qui signifie qu'ils n'ont plus d'existence physique. Ils étaient cachés dans la balance qu'elle ne possédait pas, et ne pouvaient donc pas être saisis par le jeu. Tout ce qu'elle a fait pour récupérer les objets, c'est sacrifier 40 de ses niveaux à la balance. C'était un prix élevé à payer, mais cela en valait la peine car cette épingle est très précieuse pour elle. Cependant, pour louer la balance, elle a utilisé son arme principale comme garantie. Le pouvoir de l'écaille a également transféré sa propriété à l'organisation, de sorte que l'arme est également en sécurité. Pensilgon est un véritable génie du mal, ce qui contredit complètement ce qu'elle a dit à propos de l'effacement de son ardoise de ses crimes. La pénalité lui a coûté la somme astronomique de 500 millions, mais Pensilgon n'est pas trop inquiète. Leur combat contre Wedermon a prouvé que la chasse aux monstres uniques est une entreprise rentable. Cela étant, Pensilgon en vient au point principal de la réunion et leur propose de former un clan ensemble. Ils se livrent à un intense match de pierre-papier-ciseaux, et Pensilgon est furieuse de perdre. Les garçons font la fête, car elle a été punie pour avoir perdu en devenant le chef de leur clan. Ils refusent de recommencer et Pensilgon réalise à quel point elle a été stupide de penser qu'elle pouvait battre leur vitesse de réaction. Sa première responsabilité en tant que chef est de choisir le nom de leur clan, et elle en choisit un qui plaît aux garçons. Elle déclare qu'ils seront des loups s'aventurant dans la frontière de Shangri-La à la recherche de monstres uniques, et que leur nom sera Wolfgang. Le choix de leur emblème sera la prochaine tâche difficile, mais les gars laissent cette tâche à leur chef intrépide. C'est à ce moment-là que l'un des membres de la bibliothèque entre dans la salle. Il est à la recherche du trio qui a vaincu Wedermon, et il les appelle même par leur nom. Nos héros s'enfuient aussi vite que possible et font semblant de ne pas savoir de qui ils parlent. La réunion se termine là, et Katso décide d'aller faire un peu de leveling puisqu'il a perdu beaucoup de niveaux à cause de la pilule qu'il a prise pendant le combat. Pensilgon va échanger l'échelle contre son arme, et Rakuro s'occupe du réacteur. La bibliothèque pourrait décider de s'en prendre à celui qu'elle a identifié comme étant le célèbre joueur Sanraku, mais Rakuro fait toujours semblant de ne pas connaître cette personne. Le gamin se rend compte qu'il est un menteur, mais Rakuro parvient à prendre un peu de distance avec lui. Il se précipite pour dire à Emile d'ouvrir le portail, et elle le gronde pour son retard. Il s'excuse auprès du petit lapin grincheux et elle s'exécute. Rakuro se souvient qu'il devait rendre l'épée effrayante à Pensilgon, mais il décide de le faire plus tard. Le gamin de la bibliothèque pense avoir enfin attrapé Sanraku, mais il est choqué de voir qu'il a disparu. À Rabitusa, Rakuro est déçu de constater que Vache n'est pas là,
et qu'Emile ne l'a même pas vu depuis le jour où il a parlé à Rakuro. Rakuro refait le coup de la fusion des compétences en buvant la décoction, et essaie à nouveau de le vendre. Rakuro lui fait remarquer qu'il est complètement fauché, mais il pense à l'avidité de ce petit lapin. Vache n'étant pas là pour réparer le réacteur, Rakuro décide de demander à Bilak de le faire. Malheureusement, Bilak ne peut pas le faire, car seul un ancien artisan peut réparer des objets provenant de la divinité. Bilak n'est qu'un maître artisan, et Vache est la seule personne que Bilak connaisse qui puisse le faire. Rakuro, vaincu, décide d'attendre Vache et de se concentrer sur l'amélioration de ses compétences en attendant. C'est alors que Rakuro a une idée en tête. Comme il n'y a pas d'anciens artisans dans les environs, Rakuro décide qu'il leur suffira d'augmenter la compétence de maître artisan de Bilak pour en faire une compétence d'ancien artisan. Bilak fait remarquer que ce ne sera pas si facile, mais Rakuro explique que Bilak devra le faire un jour ou l'autre. Rakuro est persuadé qu'elle peut y arriver, et Emile et lui promettent de l'aider. Bilak est d'abord hésitante, mais elle est inspirée par les paroles de Rakuro et déclare qu'elle deviendra un ancien artisan. Le groupe ne peut pas être plus excité, et Rakuro annonce le début d'une nouvelle mission. L'idée semble géniale, mais Rakuro se rend vite compte qu'il n'a aucune idée de la façon de transformer Bilak en ancien artisan. Heureusement, Bilak le sait, et elle lui explique qu'il faut 2 choses pour en devenir un. La première est une arme léguée, et la seconde est une chose appelée Margicoploration Zooni. Ce lapin a un problème d'élocution, car Rakuro se rend compte qu'elle veut parler d'une unité d'opération magique. Aucune de ces choses ne sera facile à trouver, mais Rakuro se rend compte qu'une arme patrimoniale doit dater de l'époque de Divinity. Rakuro se souvient qu'il a un tas d'objets Divinity dans son inventaire, alors il se téléporte là-bas. Rakuro revient peu de temps après et choque Bilak avec une arme ancienne. Bilak n'arrive pas à croire que Rakuro possède l'une de ces armes rares, mais Rakuro lui explique simplement qu'il l'a obtenue en battant Wedermon. Malheureusement, Rakuro suppose qu'elle a besoin d'une arme ancienne en état de marche, et cette arme ne fonctionnera pas tant qu'il n'aura pas réparé le réacteur d'éther. Bilak révèle qu'elle n'a besoin d'une arme ancienne que parce qu'elle lui permettra d'apprendre les techniques de divinité utilisées pour fabriquer l'arme. Une arme fonctionnelle serait idéale, mais celle que Rakuro a apportée devrait suffire. Bilak s'emballe et révèle qu'elle n'a qu'à détruire l'arme en morceaux. Rakuro l'arrête d'urgence et lui explique qu'il doit obtenir l'accord de ses amis avant de détruire l'arme. Rakuro se rappelle que cette arme provient de son inventaire, mais que Katso et Pensilgon en ont parlé comme si tout ce qu'il contenait devait être partagé entre 3. Bilak accepte d'attendre un peu, mais lui rappelle qu'il devra chercher l'unité d'opération magique pendant ce temps. Vache lui a dit que cet objet se trouvait dans les ruines des gloires passées. Un coup d'œil sur la carte révèle que cet endroit est assez éloigné, puisqu'il se trouve près de la 11e ville du jeu. Les choses deviennent encore plus excitantes lorsque Rakuro se rend compte que cet endroit est également proche du Lightless Barons. Le Baron sans lumière est l'endroit dont Vache lui a parlé, l'endroit où Rakuro trouvera les objets dont il a besoin pour débloquer le scénario secret bonus. Rakuro se demande si c'est le destin, et il est plus excité que jamais. Bilak va se préparer et Rakuro est heureux d'être accompagné par un autre lapin. Cependant, se promener à 2 risques de poser des problèmes. Rakuro parvient à cacher Emile en la portant à son cou, mais Bilak devra peut-être se procurer un tas d'objets de récupération d'énergie magique pour conserver une forme humaine. Bilak révèle une mauvaise nouvelle, elle ne peut pas du tout se transformer en humain, et elle a une meilleure idée de toute façon. Bilak s'intensifie en disant à Emile de se préparer et en demandant à Rakuro de contempler leur pouvoir de camouflage. Les 2 lapins se précipitent vers notre oiseau héros, et Bilak se transforme en manteau de fourrure tandis qu'Emile devient une écharpe à la mode. Rakuro a l'air ridicule, mais Bilak dit simplement à l'homme-oiseau d'avancer. Rakuro décide de partir, mais se rend compte qu'il doit fixer son point de respawn à Rabitusa. Ils commencent ensuite leur voyage et se préparent à entrer dans le canyon des âmes anciennes. Il y a eu une guerre à cet endroit il y a longtemps, mais elle a dû être annulée à cause de l'arrivée des monstres. Le grand nombre de morts engendrés par la guerre a provoqué l'apparition d'un miasme sur la Terre, qui s'est transformé en un nid de morts vivants méprisant les vivants. La région est incroyablement dangereuse car on dit qu'elle est truffée de monstres et de malédictions. Rakuro doit alors dire aux lapins de se taire. Il ne veut pas qu'ils attirent l'attention sur leur groupe, même si leur visage d'oiseau et leur corps couvert de lapins se remarquent déjà beaucoup. Pour se préparer au canyon, Rakuro va acheter des objets pour les protéger des miasmes. Si quelqu'un y est exposé trop longtemps, il se retrouve avec le statut hexagonal, un statut qui réduit toutes les statistiques d'un certain pourcentage. L'eau bénite est assez chère, mais les lapins sont surpris d'apprendre qu'il suffit d'en acheter suffisamment pour les protéger. Ils arrivent au canyon, et c'est exactement ce que les lapins ont décrit, la qualité de l'air est terrible, et le danger peut être ressenti partout. Pendant qu'ils marchent, Bilak se demande comment l'homme-oiseau a pu obtenir une aura d'air pure autour de lui. Rakuro est heureux qu'elle ait posé la question, et il révèle que c'est grâce à l'effet de la marque que l'Ikagon lui a apposée. Tout sort ou malédiction provenant d'une source plus faible que l'Ikagon est annulé. Il est même capable d'annuler les miasmes, mais ce n'est pas tout. Avant qu'il ne puisse s'expliquer davantage,
un zombie wyvern géant apparaît, ce monstre jette un coup d'œil aux cicatrices de Rakuro et s'enfuit en courant. Rakuro explique que grâce aux marques, tout ce qui est d'un niveau inférieur au sien s'enfuit. Rakuro aimerait pouvoir tester les nouvelles compétences qu'il a acquises, mais tous les monstres sont terrifiés par lui. Bilak se rend compte que les marques disent aux monstres de ne pas toucher aux proies de l'Ikagon, mais elles considèrent les monstres comme des lâches. Rakuro se rend compte que la montée en niveau après avoir combattu Wedermon l'a rendu beaucoup trop puissant, car leur voyage à travers le canyon ne ressemble plus qu'à une courte promenade. Bilak aimerait elle aussi montrer ses talents, mais Rakuro se demande si elle est capable de se battre. Bilak s'offusque, mais sa chance de se battre pourrait arriver plus tôt que prévu, car un autre monstre mort-vivant apparaît. Il ne s'enfuit pas devant Rakuro, et Emile en conclut qu'il doit être fort. Rakuro lui fait remarquer qu'il n'est peut-être pas capable de le voir, car cette chose n'a même pas de tête. Ce monstre est en fait une bête rare appelée le général du Lahan. Rakuro se demande si le monstre ne veut pas simplement parler, mais les lapins lui font remarquer qu'il n'a même pas de bouche. Le monstre indique clairement qu'il veut se battre, alors nos héros se préparent. Le monstre engage le combat, Rakuro utilise donc l'ignition sur lui-même et se prépare à utiliser ses nouvelles compétences. Rakuro esquive la première attaque de la chose, mais il doit dire à Emile de faire attention et de rentrer ses oreilles. Ils s'affrontent ensuite, mais Rakuro sait que cette chose est vraiment très forte. Elle est certainement d'un niveau supérieur au sien, mais Rakuro ne se sent pas du tout menacé. Il ne sait pas pourquoi, mais il pense que c'est parce qu'il vient de combattre l'un des guerriers les plus puissants qu'il ait jamais rencontré. Rakuro décide qu'il doit d'abord faire descendre son adversaire de son cheval et utilise sa technique de la lame Vorpal. Ce coup déséquilibre le cheval et fait tomber le monstre, et Bilak intervient à son tour. Elle est sûre que le corps du mort-vivant sera léger, et elle l'envoie voler avec son mégaton swing. Le mort-vivant a du temps à perdre, mais Rakuro refuse de laisser Bilak les montrer. Il demande à Emile de préparer un sort, et il combine certaines de ses capacités pour s'envoler à son tour. Rakuro jette un coup d'œil à Bilak, qui lui fait comprendre qu'elle veut s'occuper seule de ce mort-vivant. Un joueur de trash doit savoir s'effacer devant un PNJ, et il décide donc de laisser le petit lapin coriace porter le coup de grâce. Pour l'instant, la compétence ignition de Rakuro est prête, et sa statistique luxe est enfin à 3 chiffres. Rakuro utilise sa compétence d'attaque basée sur la chance, appelée main de la fortune, et envoie le mort-vivant voler vers le sol. Rakuro équipe ensuite Emile sur son bras et crée une compétence appelée Rabbit Gun. Emile active son sort et envoie son adversaire directement vers Bilak. Bilak prépare son marteau géant et détruit le monstre mort-vivant. Il s'écrase sur le cheval, et Rakuro est stupéfait par la destruction que le petit lapin a pu causer. Leur adversaire est vaincu, et Rakuro reçoit le décapiteur du général en récompense. L'engin a l'air bien abîmé, mais lorsqu'il est utilisé, les attaques à la tête infligent des dégâts bonus. Le monstre est rouillé et ne peut donc trancher la chair que par la force brute. L'histoire du monstre révèle qu'il a perdu sa tête et que c'est pour cette raison qu'il vise la tête de ses cibles. Rakuro décide de vendre l'arme, mais Bilak voit bien qu'elle est encore vivante. Elle aimerait que Rakuro la garde, car elle a l'intention de lui redonner sa gloire d'antan. Rakuro accepte en se rappelant qu'elle est forgeronne. Il jette ensuite un coup d'œil aux statistiques de Bilak et découvre avec stupeur qu'elle est au niveau 98. Rakuro est un peu découragé, car il n'a réussi que récemment à dépasser Emile en niveau. Bilak le rassure en lui expliquant qu'elle a acquis toute son expérience en forgeant et que Rakuro a acquis la sienne en combattant. Rakuro et Emile transmettent leur sagesse à Bilak, mais ce dernier ne s'amuse pas de voir qu'Emile commence à ressembler à l'homme-oiseau. Rakuro déclare qu'ils doivent se remettre en route car ils doivent se dépêcher d'atteindre le boss de la zone. Rakuro pense que le chemin est assez simple comparé aux autres, et Emile est d'accord, mais nous voyons que quelque chose les suit. Au bout d'un moment, les lapins se sentent un peu trop à l'aise, car les marques sur le corps de Rakuro rendent leur voyage bien trop facile. Il fait disparaître les miasmes et repousse tous les monstres. Les lapins vont trop loin et Rakuro doit exiger qu'ils descendent de son dos et qu'il marche seul. Il lui montre le purificateur d'air mobile en lui disant que rester près de lui permet de préserver l'eau bénite, alors il décide d'avancer. Rakuro se demande si le fait d'enjamber tout ce qui se trouve là ne rendrait pas le voyage plus rapide, mais Emile l'avertit qu'il y a des monstres terrifiants là-haut. Ils s'appellent les scorpions de cristal et se cachent au sommet des falaises. Ils attaquent en SM, et quiconque se fait repérer par l'un d'entre eux est sûr de mourir. À ce moment-là, Rakuro croit avoir vu quelque chose, et les lapins craignent qu'il ne s'agisse d'un des scorpions. C'est d'autant plus terrifiant que la vue d'un scorpion signifie que des dizaines d'autres sont en route. Ils doivent se dépêcher, car Bilak rappelle à Rakuro que leur objectif est de combattre le boss de la zone. Mais notre protagoniste fou pense à se battre avec l'un de ces scorpions plus tard. Les lapins lui font remarquer que cette idée est insensée, mais l'homme-oiseau se contente de rire. Rakuro sème la terreur dans le cœur de quelques monstres, et ils finissent par trouver un grand dôme noir de ténèbres. Rakuro suppose que le boss se trouve à l'intérieur, et il y plonge sans crainte. L'intérieur du dôme est plutôt effrayant, et Emile panique, mais ils finissent par trouver ce qu'ils cherchaient,
Il s'agit du boss de la zone appelée la liche fredonnante. Rakuro suppose que ce monstre squelettique aime lancer des malédictions, alors il décide qu'il doit frapper en premier avant qu'il ne le fasse. Les lapins tentent de l'arrêter un instant, mais il est trop tard. Rakuro est choqué lorsque sa lame traverse le monstre de part en part, et il se rend compte qu'il n'a pas de hitbox. C'est ce que Bilak essayait de lui dire, et elle lui révèle qu'il lui faudrait une arme à attribut sacré pour lui infliger des dégâts physiques. Rakuro lui fait remarquer qu'il n'en a pas, et ils sont couverts par les miasmes du monstre. Rakuro en subit même quelques dégâts, et Bilak fait remarquer que ce monstre est à l'origine de tous les miasmes de la région. Rakuro est frappé par toute la haine et la mort qui l'entourent, c'est donc bien plus puissant qu'un miasme ordinaire. Heureusement, l'affaiblissement de la marque de Rakuro entre en jeu et la zone environnante s'éclaircit. Cela signifie qu'aucun des deux camps n'est blessé par les attaques de l'autre et que le combat est dans l'impasse. Bilak décide de prendre les devants. Elle demande à Rakuro de lui faire gagner du temps pour trouver une solution. Rakuro commence immédiatement à gagner du temps, mais Emile se demande pourquoi il l'a attaché à son bras. Il lui fait remarquer qu'elle est la seule à pouvoir attaquer le boss, et qu'il compte donc l'utiliser à nouveau comme pistolet à lapin. Emile pense que c'est une mauvaise idée, mais il promet de lui donner des carottes plus tard. Emile se prépare en mettant son petit monocle et déclenche une puissante attaque magique. L'attaque semble avoir fait quelques dégâts, mais pas beaucoup, et Rakuro se demande de combien de temps Bilak a encore besoin. Bilak explique que ce qu'elle fait est extrêmement difficile, car elle prévoit de transformer l'épée rouillée de tout à l'heure en une arme capable de blesser la liche. Ce sera un travail d'urgence, mais elle assure à l'épée qu'elle a encore de la vie devant elle. Emile panique en voyant des bras sortir du sol, mais Rakuro lui fait remarquer que ce n'est pas grand-chose comparé à ce qu'il a enduré contre Wedermon. Il s'enfuit et lance une autre attaque magique, mais le monstre s'énerve et fait pousser plusieurs têtes. Ces têtes se transforment en liches identiques, et chacune d'entre elles tient une arme différente. Rakuro fait de son mieux pour esquiver toutes leurs attaques, mais cela commence à devenir assez ennuyeux. Il se retrouve en mauvaise posture, mais heureusement, Bilak vient de terminer l'épée. Le liquide qui s'écoule de l'épée suffit à blesser l'une des liches, et Rakuro félicite Bilak d'avoir vraiment nettoyé la vieille lame rouillée. Bilak n'avait pas de forge à utiliser, ce n'est donc pas son meilleur travail, mais elle a réussi à polir l'épée avec de l'eau bénite. Elle pourra trancher les liches, mais elle est aussi devenue beaucoup plus fragile. Il lui reste tout au plus 8 coups à donner avant de se briser, et Rakuro doit donc trouver un moyen de mettre fin au combat avant cela. Ce sera très difficile, car il y a beaucoup de liches, mais Rakuro est prêt à relever le défi. C'est alors que les liches commencent à fredonner et à attaquer. Rakuro s'enfuit avec les lapins et se rend compte qu'il doit en apprendre un peu plus sur les clones avant d'attaquer. Rakuro puise dans son sac de compétences et s'en sert pour esquiver plusieurs attaques. Il parvient à faire attaquer l'un des clones par un autre, et il remarque que la liche principale subit des dégâts. Mais ce n'est pas la liche principale qui a été touchée par la flèche, ce qui permet à Rakuro de se rendre compte que l'original et les clones partagent tous un pool de HP. L'original ayant réagi assez violemment à l'attaque, Rakuro en déduit que ses HP doivent être assez bas. Il explique son plan au lapin, mais Bilak le prend pour un fou. Il réussit à convaincre la boule de poil prudente et lance Bilak dans le ciel. Il le suit peu après et déclare qu'il est temps d'utiliser des buffs. Sa compétence de buff ne peut être utilisée qu'après 10 minutes depuis le début du combat, et il se trouve que c'est maintenant. Rakuro utilise la compétence Overhit, qui améliore toutes ses statistiques pendant 5 minutes. Il combine cette compétence avec Neutrogain, qui augmente sa force et son agilité en échange de 20% de ses HP. Il lui reste donc 4 points de vie, ce qui lui permet d'utiliser Climax Boost. Emile lui ouvre la voie et Rakuro commence sa stratégie en s'attaquant à l'archer. Les attaques à la tête font des dégâts supplémentaires, ce qui, combiné à tous ses buffs, lui permet d'éliminer chaque clone en un seul coup. Il reste 5 clones, ainsi que l'original, mais Rakuro n'a plus que cette attaque. Ce n'est pas le seul souci, car le buff de surchauffe se termine dans 5 minutes, et ses stats vont baisser considérablement à ce moment-là. Emile porte une attaque, et Rakuro est capable d'enchaîner en éliminant le clone armé d'une hache. Rakuro se rend compte qu'il ne pourra pas les vaincre d'un seul coup une fois les 5 minutes écoulées, et qu'il devra donc mettre fin au combat avant. Bilak est stupéfaite en regardant Rakuro se battre, et elle réalise que c'est grâce à cela qu'il a pu vaincre un colosse. Bilak décide de faire confiance à son plan, et Rakuro achève tous les clones. Le corps principal reste, mais il ne lui reste que 2 attaques. Rakuro dit à Emile de se mettre au travail en la lançant dans le ciel, mais elle n'a aucune idée de ce qu'elle est censée faire. Emile utilise une attaque magique pour effrayer la liche, ce qui donne à Rakuro l'occasion parfaite de la poignarder avec son épée. Ils félicitent tous l'épée d'avoir tenu aussi longtemps, mais ils ont besoin qu'elle tienne encore un peu plus longtemps. Rakuro dit à Bilak qu'il est temps de mettre fin au combat, et il la porte jusqu'à la liche. Bilak met toute sa force dans son marteau et l'utilise pour enfoncer l'épée dans la liche. Nos héros sont victorieux, et Emile a failli mettre fin à la vie de Rakuro par accident. Bilak pense qu'elle peut encore restaurer l'épée, mais ils doivent se dépêcher d'aller à Itoll City. Rakuro vérifie d'abord son butin, mais il ne s'agit que d'un tas de choses inutilisables.
Le brouillard se dissipe lorsque le boss est vaincu, mais Emile lui rappelle de ne pas avoir d'idée folle lorsqu'il se met à chercher des scorpions à combattre. Lorsqu'ils atteignent la ville, Rakuro l'enregistre comme point de repère. Cela signifie qu'il peut désormais utiliser les portes d'Emile pour aller et venir entre Rabbituza et Hethold. Bilak souhaitant retourner à Rabbituza pour réparer l'épée, Rakuro décide de se séparer pour l'instant afin de se reposer. Il renvoie Emile avec Bilak car il veut explorer la nouvelle ville. Rakuro lui explique qu'elle ne ferait que le mettre encore plus en valeur qu'il ne l'est déjà. Elle ne croit pas que ce soit la vraie raison, mais il la convainc à nouveau en la soudoyant avec des carottes. Ils se séparent, mais Emile lui fait promettre qu'il ne fera rien d'imprudent. L'homme-oiseau promet, mais dès qu'elle part, il laisse échapper un rire sournois. Elle lui a demandé de ne pas être imprudent, mais c'est dans sa nature de faire des choses quand les gens lui disent de ne pas les faire. Le fou part à la recherche d'ennui et se dit que cette situation ressemble à l'histoire de la boîte de Pandore. Même si l'on sait qu'elle va déclencher tous les malheurs du monde, il suffit de l'ouvrir. L'oiseau fou pense que c'est ce que signifie être humain. Il n'oublie pas d'acheter des carottes pour Emile, mais il retourne ensuite au canyon des âmes anciennes. Rakuro se prépare à faire de l'escalade et dit au scorpion de se préparer à l'accueillir. Rakuro augmente sa capacité de saut et saute aussi haut qu'il le peut. Il est déterminé à trouver les scorpions de cristal car il aimerait vraiment combattre des monstres de niveau 100. Rakuro sait que les lapins ne veulent pas qu'il fasse quoi que ce soit de dangereux, mais Rakuro fait remarquer que l'intérêt des jeux est de pouvoir se déchaîner. Lorsqu'il atteint le sommet, il est choqué de constater que la situation est bien différente en haut qu'en bas. Rakuro cherche les scorpions, et il a de la chance quand l'un d'eux apparaît derrière lui. Il est étonné que ce soit le genre de monstre à se camoufler, et Rakuro annonce que c'est le monstre qu'il est venu voir. Il doit alors esquiver plusieurs attaques de cette chose, qu'il compare à un train faux. Il est assez difficile de se déplacer sur tous les cristaux, mais le scorpion en profite. Il a poussé Rakuro dans ses retranchements, mais il parvient à esquiver sa prochaine attaque. Rakuro explique que c'est la première fois qu'il se bat contre cette chose, et qu'il ne s'attend donc pas à vaincre ce puissant monstre dans son état actuel. Pour l'instant, il se contente d'explorer la zone et de rapporter les matériaux rares qu'il trouve. Il n'a pas l'intention d'en faire plus, et il considère que c'est une victoire. C'est à ce moment-là que la situation s'aggrave pour notre héros à la tête d'oiseau, car plusieurs scorpions apparaissent. Rakuro se souvient alors que Bilak lui a dit que les scorpions attaquaient en SM, et que tout serait fini s'il était vu par un seul d'entre eux. Rakuro se trouve exactement dans cette situation, car il est entouré par bien plus qu'un seul de ces puissants monstres. Ils attaquent en groupe et Rakuro se rend compte qu'il est mort. De retour à Rabbituza, Emile souhaite que Rakuro revienne déjà, et elle s'inquiète lorsqu'elle pense qu'il pourrait avoir des difficultés à revenir. C'est alors que Rakuro réapparaît, et il est curieux de savoir combien de scorpions stupides il y avait. Il demande à Emile d'ouvrir une porte pour qu'il puisse retourner à Hethold, mais elle est déçue lorsqu'elle réalise qu'il a combattu des scorpions de cristal. Elle le gronde, mais il se contente de lui donner une carotte pour se remettre dans ses petits papiers. Emile ouvre la porte, ce qui permet à Rakuro de se préparer pour le deuxième round contre les scorpions. Emile se demande si c'est une bonne idée, mais Rakuro a déjà décidé qu'il devait tirer quelque chose de ce combat. Il promet qu'il s'en sortira puisque ce n'est pas sa première tentative, et il est bien décidé à ne pas repartir les mains vides. Cette fois-ci, Rakuro essaie de se faufiler et se rend à un endroit qui lui semble intéressant. Il trouve un cristal noir géant, et Rakuro est persuadé qu'il pourra en tirer des objets rares, uniques dans cette région. Rakuro heurte accidentellement un autre cristal, ce qui fait beaucoup de bruit, et il se retrouve à nouveau sous l'emprise des scorpions. Il utilise un tas de compétences et s'élance dans le ciel. Rakuro refuse de partir sans butin et tente désespérément de frapper le cristal. Il finit par se faire éliminer et réagit immédiatement en Rabbituza. Emile souligne la rapidité avec laquelle il s'est débarrassé du cristal et estime qu'il est impossible de survivre face à eux. Ils sont si nombreux et ils attaquent dans un endroit où il n'y a déjà pas assez de place. Emile lui rappelle qu'ils l'ont prévenu de tout cela, et Rakuro lui rappelle qu'il a dit quelque chose lui aussi. Il a dit qu'il ne partirait pas les mains vides, et l'homme-oiseau rusé révèle qu'il a réussi à obtenir une partie du cristal. Il s'agit d'un lapis dur d'Aroncalet, qui possède une magie extrêmement dense. Il n'a aucune idée de son utilité, mais il est certain qu'il a une grande valeur. Rakuro décide de faire une pause pour l'instant, et il revoit son combat contre les scorpions. À la moindre vibration du cristal, ils se mettent à pulluler, mais il ne pense pas que l'IA qui est derrière eux soit très intelligente. Ils foncent sans réfléchir et se heurtent même parfois les uns aux autres. Emile essaie de les endormir en chantant, mais Rakuro pense à quelque chose. Il se demande s'il peut prendre des parties de leur corps brisées comme objet et demande à Emile d'ouvrir un portail pour qu'il puisse le découvrir. Emile l'avertit qu'il va mourir à nouveau, mais il déclare que les pionniers comme lui n'ont jamais peur de la mort. Rakuro se demande comment il va récupérer leurs morceaux de carapace, et il a une idée en voyant Emile reconstituer son mana. Notre héros confiant déclare alors qu'il va transformer le champ de mine grouillant de monstres de niveau 100 en une promenade de santé. Rakuro retourne sur ses pas et nargue les scorpions qui le poursuivent. Rakuro fait semblant d'être effrayé lorsqu'ils s'abattent à nouveau sur lui,
mais il utilise sa capacité de saut et les regarde entrer en collision. Il y a des morceaux de carapace partout, mais aussi une tonne de scorpions qui attendent qu'ils redescendent. Rakuro aimerait savoir ce que cela fait de tomber dans le mélangeur de scorpions, mais il décide de ne pas le faire. Au lieu de cela, il se téléporte à Inventoria. Rakuro se réjouit que son idée fonctionne et rit comme un fou en proclamant que la technologie est reine. C'est en voyant Emile utiliser un objet qu'il a eu l'idée d'utiliser son inventaire. Ce truc d'inventaire est vraiment surpuissant s'il est bien utilisé, puisqu'il peut créer un espace sûr pour lui-même quand il en a besoin. Rakuro se rend compte que son plan génial fonctionne lorsqu'il retourne dans la zone du cristal et constate qu'il n'y a plus que des morceaux de carapace. Les scorpions ayant tous disparu, il est temps pour Rakuro de récupérer son butin. Rakuro est certain que ces objets sont rares et il a hâte de voir ce que Bilak va bien pouvoir fabriquer. Rakuro se déclare génie et donne un coup de poing dans un cristal. Les scorpions réapparaissent, mais cette fois, l'oiseau proclame qu'il va tous les transformer en matériaux. Rakuro les rassemble et leur explique ce qui rend Inventoria encore plus OP. En temps normal, les joueurs ont une limite stricte à la capacité de leur inventaire, et si celui-ci devient trop lourd, il commence à peser sur le joueur. Cependant, Inventoria lui permet de stocker autant qu'il le souhaite sans pénalité. S'il l'utilise correctement, Rakuro déclare qu'il peut obtenir un nombre illimité de matériaux à partir de scorpions de cristal de niveau 100. Il utilise ensuite cette stratégie à plusieurs reprises et déclare que c'est en trouvant des trucs comme cela que le jeu devient si amusant. Il n'a presque plus de mana, il ne peut donc plus utiliser Inventoria qu'une seule fois. Alors qu'il s'émerveille devant tous ces objets rares, Rakuro se rend compte qu'il n'a pas collecté un seul dard. C'est l'élément le plus caractéristique de chaque scorpion de score, il doit donc en trouver un. Il se dit que le dard doit être la partie la plus difficile à détacher du corps, ce qui signifie que c'est aussi la goutte la plus rare. Quand il y pense, cela lui semble impossible. Pour obtenir le dard, il devra affronter directement les sèmes de scorpions de niveau 100. De plus, la chose qu'il vise ne peut pas être brisée avec des attaques normales. Un scorpion apparaît, et Rakuro fait remarquer que ce genre de situation impossible fait partie du trash game. Mais c'est aussi ce qui le rend amusant, alors il fait appel à ses armes. Il déclare qu'il arrachera son dard quoi qu'il arrive, sinon il ne pourra pas se considérer comme un joueur de trash game. Rakuro commence à le combattre, mais il se rend vite compte que ses attaques ne suffisent pas à lui arracher le dard, même s'il est buffé. D'autres scorpions apparaissent, et Rakuro décide qu'il va devoir les amener tous à lui arracher le dard. Rakuro ne peut pas contrôler leurs attaques, il doit donc espérer obtenir le meilleur résultat possible du générateur de nombres aléatoires. C'est assez risqué, mais c'est aussi ça être un joueur. Rakuro esquive ensuite une attaque et atterrit sur le dard. Il n'a qu'une seule chance, alors il attend la dernière seconde. Rakuro le fait à la perfection et se rend à Inventoria juste au moment où les scorpions frappent le dard. Il revient immédiatement, car leur attaque ne suffira pas, et il s'attaque aussi au dard fracturé. Rakuro utilise toutes ses forces et réussit à le briser. Rakuro se réjouit, car son travail acharné a porté ses fruits. Il ne lui reste plus qu'à s'emparer de l'objet rare, et il sera à lui, même s'il se fait tuer d'instinct par la suite. Malheureusement, Rakuro se rend compte qu'il est bien plus éloigné de l'objet qu'il ne le pensait. Le dard lui échappe alors qu'il commence à tomber dans la fosse aux scorpions, et il se demande pourquoi la déesse du RNG a décidé d'être aussi cruelle avec lui. Rakuro répond à nouveau en Rabituza, et Emile s'inquiète de son sort alors qu'il tremble de désespoir. Rakuro se calme et se console en sachant qu'il est possible d'obtenir le dard. Mais ce réconfort n'est que factice, car Rakuro se met en colère et déclare que savoir des choses ne veut rien dire s'il n'obtient pas ce qu'il veut. Il perd complètement son sang-froid et condamne la déesse du RNG. Emile assiste à sa descente dans la folie, mais il est fini, et Rakuro décide qu'il ne pourra plus regarder de scorpion pendant un certain temps. Emile sursaute lorsque Rakuro déclare qu'il n'y a qu'une seule façon de se remettre de cet échec. Il va se vanter auprès de Bilak de tous les matériaux qu'il a obtenus et se baigner dans ses louanges. Emile est assez déçu de le voir ainsi, mais le temps c'est de l'argent, alors il est temps pour eux de partir. Bilak est stupéfait lorsque Rakuro lui montre le lapis dur, connu comme le roi des revêtements. Le cristal stellaire Lapistoria est tout aussi étonnant, et Rakuro s'enorgueillit des louanges qu'elle lui fait sur les objets qu'il a apportés. Il existe bien d'autres types de cristaux, mais le plus étonnant, c'est qu'on n'en voit jamais d'aussi gros que ceux que Rakuro a apportés. Rakuro ne tarit pas d'éloges et déclare héroïquement qu'il y en a d'autres, et il montre encore plus de cristaux. Il possède même l'ensemble des cristaux du scorpion. Mais c'en est trop pour Bilak, qui déclare que sa tête va exploser. Emile lui fait remarquer innocemment que ce n'est pas si bien parce que Rakuro n'a pas eu l'aiguillon du scorpion, mais il donne une carotte à son petit ami lapin pour qu'il se calme. Rakuro se demande quel genre d'arme Bilak va pouvoir fabriquer avec tous ces cristaux, mais elle est trop occupée à les admirer. Rakuro chante comme un coq, ce qui énerve Bilak, mais attire son attention. Bilak confirme qu'elle peut fabriquer des armes à partir des gemmes, mais elle explique qu'il vaut mieux fabriquer des accessoires comme ceux-ci. Rakuro doit apporter les cristaux à un bijoutier, en espérant qu'il ne s'agit pas d'une autre des nombreuses sœurs d'Emile.
Malheureusement, il n'y a pas de bijoutier à Rabituza, et Rakuro craint que le travail soit si rare que toutes ces pierres précieuses seront perdues. Heureusement, Bilak a un contact, mais elle déteste vraiment demander de l'aide à cette personne. Bilak ne peut pas laisser ses précieux bijoux se perdre, et avec un peu de persuasion de la part de Rakuro, elle accepte d'appeler le gars. Bilak appelle faiblement celui qu'elle traite d'ignorant, mais Rakuro pense qu'elle devrait crier un peu plus fort. Rakuro lui fait remarquer qu'elle a crié comme si le type était juste dans la pièce voisine, et ce type apparaît étonnamment par la fenêtre. Il fait sa grande entrée et déclare qu'il suffit de dire son nom pour qu'il apparaisse. Son entrée devient encore plus folle, et il se présente comme le vice-capitaine des mousquetaires nommé Arami. Rakuro se demande si ce moulin à parole est le joaillier, mais Bilak explique que non, ce n'est qu'un ignorant. Ce type n'est en fait que l'ami chat de Bilak à Kateria Town, et il déclare de façon spectaculaire qu'il n'est pas digne d'être en présence de Bilak. Il propose de faire tout ce qui est nécessaire pour rendre sa belle demoiselle Bilak heureuse, il irait même jusqu'à défier l'Ikagon lui-même. Bilak n'est pas intéressée par lui, et elle a vraiment envie de dire à ce type de courir dans un rocher aussi vite qu'il le peut, mais elle lui explique qu'elle a besoin qu'il demande à son ami bijoutier de lui fabriquer des accessoires. Et pas n'importe lesquels, elle veut qu'il fasse des chefs d'œuvre. Bilak explique que ces joyaux ont été collectés par Rakuro, et qu'il est l'élève de leur père. Arami est d'abord émerveillé par l'homme-oiseau à l'allure étrange, puis il devient sceptique. Il s'excuse de devoir tester Rakuro en dégainant son épée, mais ce dernier l'esquive. Arami est convaincu que l'oiseau est bien celui qu'il prétende, mais Bilak est furieux qu'il ait fouillé dans sa forge sacrée. Arami confirme que Rakuro veut utiliser toute la pierre pour fabriquer des accessoires, et il promet de s'assurer qu'ils verront les plus beaux accessoires jamais fabriqués. Ce type semble être à l'opposé de Ri puisqu'il embrasse la main de Block, qui devient furieuse. Elle est prête à le détruire avec son marteau, mais il se téléporte. Bilak explique qu'elle a rencontré cet imbécile lorsqu'il avait besoin d'elle pour fabriquer une arme, et Emile explique qu'il est beaucoup plus fort qu'il n'y paraît, il est capitaine du royaume des chats, et Bilak admet qu'il est encore plus fort qu'elle. Avant de partir à la recherche de l'unité d'opération magique, Rakuro décide de rentrer chez lui et de faire une sieste. Une fois sorti du jeu, Rakuro s'aperçoit que ses amis lui ont envoyé un email pour lui parler. Ils veulent tous les deux le rencontrer en personne. Rakuro leur fait remarquer qu'ils ne sont pas très subtils et il suppose qu'ils complotent quelque chose. Mais comme il a utilisé trop d'énergie cérébrale en jouant, il s'endort à 13h dans l'après-midi. Il retourne ensuite au jeu et déclare qu'il est temps de cultiver Bilak pour en faire un ancien artisan. Rakuro se rend compte qu'il a fini par ignorer les emails de son ami, mais il suppose qu'il voulait juste parler de choses ennuyeuses, de toute façon. Il est temps de récupérer l'unité d'opération magique dans les ruines des gloires passées, mais Emile révèle qu'il y a un problème lorsqu'il veut aller chercher Bilak. Lorsqu'ils se rendent à la forge, nous voyons que Bilak s'acharne sur Arami. L'énergumène est heureux de sentir son pied sur son dos, mais il admet que ses coups de pied lui font plutôt mal. Rakuro se demande pourquoi ils font ce numéro de couple marié, et il veut savoir ce qu'il est advenu de ses bijoux. Arami explique qu'il les a livrés au bijoutier Arniata et qu'il est revenu pour aider Bilak. Il sait qu'elle est sur le point d'entreprendre un voyage, et il déclare dramatiquement qu'il est obligé d'offrir son aide. Emile explique qu'il veut juste venir avec eux, et Rakuro se dit que la présence d'un autre membre du groupe de haut niveau pourrait faciliter les choses. Ce type est plutôt ennuyeux, alors Rakuro décide d'y réfléchir. Bilak préférerait laisser Arami derrière lui, mais elle lui explique qu'il l'accompagnera probablement, quoi qu'ils en disent. Arami a apparemment entendu parler de Rakuro, et Bilak explique qu'il s'est présenté en déclarant qu'il voulait mettre toute la force de Kazeria derrière Rakuro. Rakuro n'en revient pas, mais Bilak lui fait remarquer qu'être l'élève de son père n'est pas anodin. De plus, Rakuro est célèbre pour avoir battu l'un des colosses. Bilak comprend que Rakuro n'a toujours pas compris à quel point cela lui a valu d'être reconnu. Le chat jure de tuer tous ceux qui se mettront en travers de son chemin pour protéger son précieux Bilak, et le psychopathe commence à brandir son épée. Les chats de sa ville adorent les pierres précieuses, ils ont des bijoutiers très doués, mais ils sont réputés pour empocher les matériaux qu'on leur donne. C'est pour cette raison qu'elle a dressé la liste des réalisations de Rakuro afin d'éviter tout vol, mais le problème, c'est que ce type est beaucoup trop enthousiaste pour tout. Rakuro se demande ce qu'elle veut dire par avoir beaucoup d'influence, et il espère quelque chose de cool. Cependant, Bilak explique qu'il a la marque de l'Ikagon sur tout le corps, et qu'il pourrait donc se trouver une épouse loup-garou ou homme-lézard. Plus sérieusement, Bilak révèle que son influence pourrait déclencher une guerre s'il ne fait pas attention. Rakuro proclame qu'il est un joueur vertueux et qu'il ne ferait jamais une chose pareille, mais Bilak lui dit simplement de faire attention à ses actions. Il se prépare à partir avec leur nouvel ami, mais Emile craint que Rakuro ne devienne tristement célèbre. Rakuro explique que ce n'est pas grave, même si le monde entier se retourne contre lui, il sera prêt parce qu'il a déjà vécu cela dans d'autres mondes. Il commence à voyager et Emile est ravi de retrouver sa forme humaine. Arami compare ses étonnantes capacités de transformation au talent de déguisement de Bilak, mais ce dernier doit lui dire de faire attention où il met ses mains. Rakuro les a cachés en même temps que lui-même en utilisant son fidèle déguisement de drap de lit.
Mais ses amis à fourrure font trop de bruit et aggravent la situation. Rakuro conseille à Emile d'économiser ses potions de mana, car si elle n'en a plus, elle devra les rejoindre dans la robe de l'enfer. Rakuro est persuadé que tant qu'il agit avec confiance, personne ne se doutera de rien, mais tout le monde les regarde. Il passe devant une fille et Emile leur fait remarquer que celle-ci les regarde vraiment. Rakuro dit à tout le monde d'être cool et d'agir comme s'ils étaient à leur place, mais elle s'approche quand même d'eux. Cette toute petite fille parle avec la voix la plus grave et la plus virile que j'ai jamais entendue, et ce type sait tout sur le joueur connu sous le nom de Sanraku. Rakuro correspond à toutes ces caractéristiques, et cette petite fille l'a cherché. Rakuro ne répond pas car il est submergé par l'énorme différence entre son apparence et sa voix grave et virile. La petite fille se présente comme la chef du clan du seigneur du jeu appelé la bibliothèque, et lui est connu comme le professeur. Son clan est assez connu, et ils passent leur journée à apprendre le monde et l'histoire de Shangri-La-Frontier. Rakuro a entendu parler d'eux en faisant des recherches sur le jeu, et ce clan est connu pour recueillir des informations grâce à ses liens avec des tonnes de joueurs et de clans. Rakuro est très enthousiaste, car ce type pourrait avoir des informations intéressantes à lui communiquer, mais il a vraiment envie de se mettre en route. Pire encore, si quelqu'un découvre l'existence de ses amis à fourrure, cela ne fera qu'ouvrir une boîte de Pandore encore plus grande. Avant que Rakuro ne puisse mentir et dire qu'il n'est pas Sanraku, le professeur lui demande s'il a ressenti la spécificité des drapeaux de scénario dans le FSL. Il explique que contrairement à un jeu normal, qui guide les joueurs à travers une série d'événements, Shangri-La-Frontier met les joueurs au défi de trouver eux-mêmes les drapeaux soigneusement cachés. Le professeur est impressionné par le jeu, car il n'a jamais vu un jeu avec autant de choses à découvrir. Mais ce qui l'étonne le plus, c'est la partie qui remplit le cœur du monde, les 7 colosses. Ils sont si difficiles à combattre que les chercheurs se sont heurtés à un mur. C'est pourquoi, lorsqu'il a appris que quelqu'un avait vaincu Witterman, le garde du tombeau, son petit cœur d'intello s'est mis à battre la chamade. Le professeur a besoin de son aide et lui demande de se joindre à eux pour explorer la vérité du monde. Nous découvrons ensuite tous les amis de Rakuro. Katsuo Ere se prépare pour une nouvelle journée de jeu, et Pensilgon porte un ensemble de cheveux. Rakuro se souvient que tout le monde lui a dit qu'il fallait trouver la vérité dans ce monde, et nous nous demandons si Rakuro, amateur de trash game, peut réaliser cet exploit. Nous apprenons également que, même si Rakuro ne le sait pas, sa revanche sur l'Ikagon, le Slayer de la nuit, approche à grands pas. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif de la première saison complète de cet anime. La deuxième saison devrait sortir dans le courant de l'année.